Bonsoir à tous. On est très content de faire la première soirée formation de la JAR depuis maintenant un an en présentiel. Donc merci à tous d'être venus et puis un grand merci d'une part à François Marty pour toute son aide pour notre organisation et puis surtout à Sophie Anada, Sophie Amada et Jean-Denis Moyer d'avoir accepté pour ce soir de faire la conférence. Voilà, grand merci à vous deux et puis bonne conférence à tous. Bon, nous c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Moi je savais pas que ça faisait un an qu'il n'y avait pas de présentiel. Est-ce qu'on peut enlever les masques ou pas? Moi je parlais fort avec mon masque. Mais... Du coup, comme disait Catherine. on aimerait bien que vous nous disiez, pas des phrases, mais genre un mot ou deux mots de ce que ce soir vous aimeriez apprendre ou entendre. Donc évidemment, je ne vais pas vous demander de faire des phrases, parce que pour casser la glace au début, c'est pas facile, mais dites des mots comme ça, des choses que vous avez envie d'entendre, ou de réviser, ou d'apprendre. Rien du tout. La base, ça c'est cool, parce que la base elle sera. Ensuite, Oui, par exemple. l'hémostase, parfait, j'ai pas entendu, mais j'ai inventé. TC. Des retours d'expérience, peut-être que je prends en charge. Très bien, des retours d'expérience, ça Top. il y en aura. Il n'y a pas d'autres envies. Ah oui. Neurotraumato, très bien, ça aussi c'est au programme. C'est Le déjà ça. rouge, non? PNC. Bon, bah c'est bon, on a le menu. Ouais, parfait. Allez, parfait. Donc là, l'objectif, vous allez voir, c'est un cas clinique qu'on va dérouler. On va essayer de pas trop se couper la parole avec Sophie, parce que certains connaissent beaucoup Sophie, moi j'en connais beaucoup moins d'autres, mais on a un peu la même caractéristique, c'est qu'on parle. Et donc voilà, donc ça peut être un peu chiant, mais ça peut être aussi sympa. Surtout, vous allez parler aussi. Exactement, et n'oubliez pas le message clé de la pédagogie, c'est que si c'est pas clair ou si vous comprenez pas, c'est toujours la faute des enseignants. Et donc vous reposez la question et puis on affinera. Donc globalement, hop, on va discuter à propos d'un cas. C'est un homme de 32 ans, sans antécédent. Il fait du vélo. Il est victime d'un AVP contre un véhicule léger. La cinétique du véhicule léger est toujours estimée au-dessus de 50 km/h par les SAMU pour nous les imposer, mais ça c'est une autre histoire. Mais là, c'est 70 km/h. Et à l'arrivée des pompiers, la pression artérielle, ils sont capables de la prendre, elle est à 105/65, la fréquence cardiaque à 115. Il a une ecchymose temporale gauche et le score de Glasgow est à 9. Sans signe de localisation, a priori, il arrive à bouger les quatre membres, dixit notre collègue de la BSPB. Et il voit une déformation du fémur gauche avec les pouls périphériques qui sont présents. Vous arrivez, peut-être interne ou senior au fémur. Tu peux revenir en arrière. Ouais, vas-y. C'est BSPB que t'as pas compris? Juste ça, avec vos yeux de scanner et quand vous êtes vous, de l'autre bout, à l'autre bout du fil, il y a plein de trucs qui doivent allumer des lumières. Un cycliste, c'est un usager vulnérable. C'est comme un skater, n'est-ce pas? Les casques, maintenant pas. Ce que précise pas l'histoire ici, c'est comment sont ses cheveux. Il a un casque, et du coup, il a des cheveux qui amortissent pas la chute. Il est chauve. C'est ça que tu veux savoir? Il est chauve. En tout cas, le cycliste, c'est un usager vulnérable, et jusqu'à preuve du contraire, il va être très abîmé. Et comme dit Jean-Denis, clairement, la cinétique de la voiture, on la connaît jamais, elle est toujours estimée. Mais quand on dit 70, c'est-à-dire qu'elle va vite. Et un vélo contre un véhicule qui va vite, ça fait en général beaucoup de casse. Ça, voilà. Après, vous avez les données des pompiers sur lesquelles on va réfléchir, mais déjà, vous voyez qu'il n'est pas vaillant votre client. Il faut faire confiance aux pompiers, hein. Mais bon, vous arrivez et vous allez le réexaminer. Globalement, la pression artérielle, elle est à 167. La fréquence cardiaque, elle est à 119. L'hémoglobine est à 12,3. Il a une SAT à 92%. Et le dextro est à 8 millimoles. Parce que bon, vous avez appris, quand c'est neuro, c'est dextro. Donc, comme il a un score de Glasgow à 9, vous avez fait un dextro. Très bien. Donc, si on détaille, il est Y2, V2, M5. Il n'a pas de signe de localisation évident. Et bien sûr, vous avez examiné les pupilles. Hein, elles sont intermédiaires, réactives et symétriques. Il n'y a pas globalement comme ça, après avoir découpé ces... Ah, juste pareil, parce que quand on dit tout ça, on a dit, je sais pas ce qui marche, je me dis, ah non, moi je crie, mais c'est pas dit. Déjà, là-dessus, quand on lit tout ça,
quand on lit ou qu'on l'entend dans votre tête, ça doit prendre une forme. C'est-à-dire que votre bonhomme, il commence à se construire et vous devez le voir. D'accord ? Vous devez voir le bonhomme qui est allongé sur le bitume avec son vélo, la voiture, il faut que vous contextualisiez le problème, il faut que vous arriviez à voir son casque, qui est cassé. Et puis, avec les éléments-là, vous allez commencer à screener les éléments de gravité. Et quand on vous dit Glasgow 9, Y2, V2, M5, et que ça va vite, moi je suis obligée de m'arrêter, parce que moi, à part que je sais que Glasgow 9, on est pas loin du 8, ce qui fait qu'à Pompidou c'est compliqué, j'aime bien savoir ce qu'ils font. Donc déjà, le M5, le plus important dans Glasgow, c'est le moteur. Et déjà, quand le moteur est altéré, c'est pas bon. Et là, le moteur il est un peu altéré, c'est-à-dire qu'il localise la douleur. Et il est adapté à la douleur, il est capable de repousser les joints qui lui fait mal, mais il répond pas aux gros seins. Et le Y2V2, c'est pareil, quand on vous dit ça, vous devez voir le bonhomme. C'est-à-dire que le bonhomme, il n'ouvre pas les yeux, c'est quand vous lui faites mal qu'il ouvre les yeux. D'accord, vous le pincez, il vient chercher la main, mais par contre, c'est à ce moment-là qu'il ouvre les yeux. Et le verbal, pour s'en rappeler, rappelez-vous, c'est mot, son, rien. Mot, c'est 3, son, c'est 2, rien, c'est 1. Et après, l'autre, c'est normal ou un peu confus. Les mots sont rien, là, c'est son. Donc, c'est le mec qui geint, vous lui faites mal, il geint, vient vous chercher la main, il ouvre les yeux. C'est tout ce qu'il fait. Il n'est pas beau. Et vous devez le voir à ce moment-là quand vous dites un énoncé comme ça ou quand on vous le dit au téléphone. Soyez pas surpris, hein. Sophie elle refait toujours le score de Glasgow, comme elle voit beaucoup de TC, ça lui permet d'être sûre qu'elle a pas oublié. Même si je suis plus des années, j'ai beaucoup de temps. Alors, globalement, pas de signe d'insuffisance circulatoire après avoir découpé les vêtements. Ça, c'est un des petits moments jouissifs de préexpérience arthro-hospitalière. Pas de signe de détresse respi. Il semblerait qu'il y ait un murmure vésiculaire bilatéral et symétrique. Et le bassin est stable. Toujours cette déformation de la jambe gauche avec une ouverture cutanée de 3 cm en regard et effectivement pas d'anomalie vasculaire. Donc, première question, c'est l'externe qui est bien avec vous et il dit est-ce que ce malade t'inquiète ? Vous inquiète parce qu'il vous voit, parce qu'il est un senior. Et donc un peu, beaucoup, pas du tout. Ou la réponse moi je suis marre, je m'en fous, rien ne m'inquiète. Ou oui, il va falloir faire vite et bien parce que ce malade présente des critères de gravité. Et si vous êtes capable de me donner la bonne réponse, vous serez peut-être capable de me donner l'argumentaire qui va avec. Sophie vous a un petit peu détaillé, mais est-ce que ce malade vous inquiète ? Alors déjà, moi ça m'inquiète. Ça inquiète tout le monde. Ok. Même si on est marre et que rien ne nous inquiète, ce malade nous inquiète. D'accord ? Très bien. Et donc, il va falloir faire vite et bien. Vous êtes d'accord ? Je vais vous montrer l'initiale. On est d'accord. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans ce dossier qui vous inquiète, vous ? Est-ce que la pression artérielle vous inquiète ? La pression artérielle, là comme ça, globalement, est-ce que vous la trouvez ? Est-ce qu'elle est pour vous suffisante, pas suffisante ? Est-ce que alors, qui est inquiet vis-à-vis de la pression artérielle ? Après, on peut en discuter, hein. Alors la pression artérielle, effectivement, là, elle est normale, hein, pour un jeune homme s'il n'est pas hyper tendu. Mais globalement, on voit déjà, premièrement, il y a la diastolie qui est assez élevée, ça commence un peu à se pincer. Il vient d'avoir un accident, donc si tu as un accident, souvent, tu as quand même une activation de... Ouais, t'es vénère, puis t'es un peu stressé, donc tu as le droit d'être un peu hyper tendu. Donc, bon, effectivement, c'est pas le signe qui est là peut-être le plus inquiétant, mais c'est un signe qui est inquiétant. Et ce d'autant plus que y a un signe qui va s'associer à la baisse de la pression artérielle, donc sa valeur normale, c'est la fréquence cardiaque. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du rapport entre ce qui s'appelle le choc index, entre la pression artérielle systolique et la fréquence cardiaque? Et quand ce rapport, je pense que tous ceux qui sont passés à Pompidou en ont entendu parler, hein, quand ce rapport est supérieur à 1, c'est un signe de gravité, effectivement, et un signe que potentiellement une hémorragie est en cours. Que potentiellement votre système sympathique commence à être dépassé. Parce que c'est pareil, si on avait posé la question sur la fréquence cardiaque, est-ce qu'elle vous inquiète ? Ben, avant de faire un peu de traumato, on peut dire, bah ouais, mais il a mal, quoi. C'est-à-dire qu'il a mal, une fracture de jambe. Mais en vrai, quand on en fait beaucoup, on se rend compte que la douleur, ça ne leur fait pas monter la fréquence cardiaque à ce point-là. Et ça, c'est un truc que moi, j'ai pas compris. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le choc index, qui est le rapport entre cette fréquence cardiaque que vous mettez dans l'ordre alphabétique, fréquence, pression, en rappeler, pas le faire à l'envers,
même s'il y en a qui essaient de faire leur rêve. Mais en vrai, ça marche bien et c'est vraiment un signe que, à un moment donné, le système sympathique il commence à être un peu dépassé. Donc, ne vous rassurez pas en me disant que la fréquence est élevée parce que le patient il a mal, ça marche pas. Et servez-vous du shock index parce que c'est beaucoup plus précis que l'un ou l'autre. Parce que le shock index qui est supérieur ou égal à 1, là, ça commence à être franchement grave. Et aussi, attention, la pression artérielle, comme elle est régulée, elle ne baissera que tardivement, c'est un très mauvais signe, donc l'état de choc hémorragique. L'hémoglobine à 12,3, globalement, inquiétant, pas inquiétant, normal, pas normal. Déjà, c'est pas normal, vous êtes tous d'accord, chez un jeune homme. Donc, ça traduit qu'il y a une spoliation sanguine qui est en cours, et qu'il y a déjà eu des mécanismes adaptatifs qui sont mis en place, et que donc, là, effectivement, ça doit faire tilt, entre autres, lors de la prise en charge initiale. Le score de Glasgow, on l'a détaillé. Donc là, trauma crânien sévère, modéré, léger. Qui dit sévère? Qui dit modéré? Très bien. Donc effectivement, trauma crânien modéré. La particularité du score de Glasgow, c'est qu'il est évolutif, d'accord, lors de la prise en charge. Donc on pourra discuter si on l'intube ou si on l'intube pas, mais il faut le refaire si vous ne l'intubez pas, parce qu'effectivement, les malades, les lésions intracérébrales, et certains, en tout cas les hématomes, sont évolutifs et peuvent évoluer durant la prise en charge, s'aggraver, et le Glasgow peut diminuer. Donc il faut le refaire régulièrement si vous décidez de ne pas intuber ces malades. Pour le reste, d'autres choses qui vous inquiètent? Non, fémur. La SAT à 92, ouais, pas totalement normal. Il faudra surveiller. D'accord. Et donc ce malade-là, globalement, il nous inquiète. Sophie, tu veux rajouter un truc? Alors, là, c'est le moment où... C'est le moment où vous fermez les yeux et vous voyez votre bonhomme. Exactement. Vous projetez là. Vous projetez, le bonhomme il est par terre, il fait froid, c'est la nuit, il est éclaté par terre et il a le neuf et il geint. Et il a le casque abîmé, il a une fracture a priori qui ressemble à une fracture du fémur qui est ouverte. Et Glasgow 9, et il vous inquiète parce qu'il y a un choc index à 1, et vous devez vous organiser pour arriver à faire tout ce qu'il faut faire vite et bien. Parce qu'au fond de vous, vous savez très bien que plus vite vous allez l'amener à l'hôpital, et mieux ça va être pour lui. Parce que ça, j'imagine que personne n'en doute. Et surtout, plus vite vous allez vous en débarrasser, parce qu'il peut vous clencher dans les mains. Et donc, comme il vous inquiète, vous n'avez pas envie de ça. Donc c'est là où c'est difficile d'arriver à ramasser ses émotions, parce que quand on est devant ce genre de patient, c'est pas facile. Et il va falloir arriver à faire un certain nombre de choses, mais à ne pas perdre de temps pour les faire. Et donc là, Jean-Denis vous a mis toute une liste de choses à faire, on va vous laisser dire. Alors, qui l'intube? Gros débat, qui l'intube? Moi, j'intube. Sophie, tu l'intubes? Moi, je pense que... Ouais. Alors, effectivement, le cutoff, il est à 8. Après, on peut, par exemple, sur les patients qui sont traumatisés crâniens, il y a des données qui montrent qu'effectivement, quand vous intubez les malades, mais on en reparlera, vous êtes à risque effectivement, avec la sympatholyse qui va arriver avec les produits d'anesthésie, favoriser l'hypotension, favoriser donc l'hypoperfusion cérébrale et altérer le pronostic des malades. Ce d'autant plus que l'intubation en préhospitalier, c'est assez compliqué. Et je ne sais pas si vous avez vu récemment un papier qui vient de sortir dans le BJA. Globalement, tant que vous n'avez pas atteint, on ne peut pas résumer ça comme ça, mais au moins 36 intubations préhospitalières, vous avez un risque de surmortalité chez vos malades. Donc effectivement, ça peut être un moment à risque. Donc après, il faut être pragmatique dans la vie. C'est-à-dire que c'est rétrospective de cohorte sur les médecins, c'est les Norvégiens. Donc en fait, il faut être assez pragmatique. C'est-à-dire que cet accident arrive sur le pont du Garigliano. Si vous décidez de ne pas l'intuber, ce n'est pas une faute, parce que vous êtes à côté de l'hôpital. Et rappelle-toi, c'est Pompidou. Ouais, mais bon. Ils ont une application maintenant qui leur permet de savoir si est malade ou pas en lésion neurochirurgicale, donc on va s'en servir. Non, à l'inverse, vous êtes à Aurillac, je dis beaucoup d'affection, hein, la région du cœur, et vous devez aller à Clermont-Ferrand, c'est 1 heure d'hélicoptère, donc là, vous l'intubez. Donc en fait, il y a des règles inférieures à Glasgow 8.
vous l'intubez, parce que protection des voies aériennes. Après, faut sentir le malade. Ce malade, il a une hémoglobine qui est pas normale, un choc index qui est supérieur à 1, il a une SAT qui est pas totalement normale, il a un fémur déplacé, il y a trop de choses à gérer. Donc commencez par enlever les problèmes, d'accord? Parce que si vous décidez de l'intuber, c'est très bien, mais il faut qu'il y ait un vrai bénéfice, et ce bénéfice, il va être d'autant plus important si vous êtes loin de l'hôpital et que vous avez commencé à pouvoir gérer les problèmes. Ok? Donc il y a des règles, et après, on fait en fonction du contexte, et là, le contexte et l'association et la charge traumatique que semble avoir ce malade sous-entend qu'il faut probablement l'intuber. D'accord? Donc là, moi j'intuberai. Sophie, elle est ok? Ouais, je suis d'accord. Après, encore une fois, t'as raison de. Ça dépend où on est. Mais ce qui est sûr, c'est que au moment de l'intuber, je vais beaucoup penser. Pas trop longtemps, parce que je vous ai dit qu'il fallait aller vite. Mais c'est pas une intubation où on va en short. Et d'ailleurs, c'est bien dans le trajet vers l'accident, toujours quand on part sur des patients comme ça, d'en discuter. Donc il y a celui qui conduit, lui, il ne faut pas trop lui parler, parce qu'il va vite. Mais en tout cas, avec son infirmier, on se dit, voilà, il va peut-être avoir ça. Donc franchement, si on l'intube, il faudra préparer avoir au moins 2 voies, la noradrée prête sur une voie, il faudra en même temps pousser le gacile augmentin. Et tout le film que vous allez faire, vous le faites avant. Mais c'est sûr que cette intubation-là, il va falloir éviter l'hypoxémie, il va falloir éviter l'hypotension pour le crâne. Il va falloir éviter l'hypertension pour l'hémorragie. Donc il va falloir être super doux, super précis et avoir, si vous voulez, c'est comme, je ne sais pas s'il y en a qui font du 2 roues, mais c'est comme quand on est sur le périph' et qu'on a l'accélérateur et le frein en même temps. Oui, c'est vachement plus précis quand on indique les voitures. Le frein et c'est un peu, voilà, noradrée métabloquant. Il faut avoir des gestes précis, en tout cas, faut pas aller dans le short. Ça, c'est sûr. On est d'accord. Du coup, ça veut dire en fait que vous réanimez quand même, parce que là, c'est la première proposition. Non, c'est pas du tout dans l'ordre. Mais on va y revenir, c'est la diapo d'après l'ordre. Ouais. Là, on va aller passer une journée. C'est pas dans l'ordre. Hein. Et après, on reviendra dans la vraie vie. C'est ce que vous souhaitez. Et là, on réfléchit. Il y a un piège, c'est vrai que la première et la dernière, ça pourrait laisser penser que c'est dans l'ordre. Remplissage vasculaire avec des colloïdes. Seul. Non? Colloïdes, on oublie. Ok. Comment? J'ai pas entendu, vas-y. Ouais. Exactement, donc les colloïdes, on oublie, d'accord. L'acide tranexamique qui balance. Ok. Et si c'était un TC isolé, qui balance? Ah ouais, débat, d'accord. Allez, on pourra en discuter si vous souhaitez sur le TC, c'est assez intéressant, il y a des données un peu... Moi, je vais faire un message clair là-dessus, il n'y a pas de risque, d'accord? Donc, exactement. Si vous avez un doute sur l'enseignement, vous pouvez faire, ça marche très bien sur les patients qui ont des TC plutôt légers à modérés que sur les graves, mais sur le grave, si vous savez pas c'est quelque chose qui saigne, au pire vous le faites et ça sert à rien. Ça coûte 2 € quoi. Donc c'est un peu moins grave que le truc. Attends, il y a quand même une étude 27 qui montre que ça augmente la mortalité des décès. Ouais, mais sauf que c'est pas montré dans Crash 3. Avec Crash 3, il y a cette étude qui dit que c'est positif alors que le critère de genre principal est négatif. Non, c'est pareil. Non, c'était juste quoi. Le risque de le faire, je pense que c'est un mauvais message. Il n'y a pas de risque à faire l'acide tranexamique aujourd'hui. Dans toutes les études qu'on a, alors cette étude du 27, on peut en reparler, mais sur l'ensemble des preuves qu'on a sur le trauma, il n'y a pas de risque à faire l'acide tranexamique. C'est juste pour taquiner Sophie. Hein. Elle est partie au quart de tour sur l'exacile. Après la troisième heure. Non mais je suis d'accord. Vous le faites vite. Si vous avez un doute, vous le faites. Après, il y a d'autres diapos. On représentera les résultats avec le Crash 2, si tu veux. Mais je suis d'accord avec Sophie, il n'y a aucun doute. Hein. C'est-à-dire que le malade, là, c'est un polytraumatisé. Et donc là, exacile, on ne réfléchit pas. D'accord? Et TC, crâne modéré, léger, sévère. Globalement, pareil, il n'y a pas d'effet secondaire évident ni en évidence. Et donc, pour le moment, c'est plutôt oui, mais faut savoir que ça reste sujet encore à débat. C'est pour ça qu'il y avait au moins, je crois que c'était à la soirée, il y avait une controverse cette année. L'immobilisation, on fait tous? Ok. Qui introduirait de la noradrée d'emblée? Alors, on en discutera, mais au moins après l'induction d'anesthésie, il y a un risque d'hypotension, d'accord? Et l'hypotension,
Mais on va rediscuter juste après. Donc, ok, noradré. L'immobilisation du fémur. Ouais. Ringeur lactate. Ouais. Ou plutôt sérum salé. Il a un trauma crânien. Comment? Quand on part sur un trauma crânien et de rentrer à quelque chose qui est psychotonique, ça paraît un peu plus. Yes. Après, la vraie question, c'est est-ce que le ringeur lactate entraîne des hyponatrémies? Non, voilà, la première liste pour nous. Non, mais effectivement, le message clé, c'est trauma crânien, effectivement, préféré, le sérum salé. Après, pour être totalement honnête, je pense que si vous faites un peu de balancé, un peu de sérum salé et un peu de ringeur, il n'y a pas de risque pour le trauma crânien. Mais pareil, là-dessus, à ma connaissance, il n'y a pas de données fiables pour préférer un des solutés vis-à-vis de l'autre, même si les recommandations préconisent effectivement l'utilisation plutôt de sérum salé chez ces malades-là. C'est juste sur le fait que c'est un qui soit hypotonique. Après, il suffit que vous le remettez à une tonicité qui soit équivalente, et à ce moment-là, du coup, le soluté balancier devient mieux que le sérum tonique. Donc, vous rajoutez un gramme de sel et c'est mieux. Exactement. Augmentin? Ouais, ça marche. Hypotension permissive? Non, parce que crâne. Ok, et bien sûr, j'ai un la dernière, j'ai un camion avec un gyrophare, donc je trace. Effectivement. Alors, effectivement, on a tout bon, donc c'est parfait. Sophie, c'est ta diapo, je te laisse. Ouais, en fait, c'est juste que moi je trouve que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand vous êtes devant ce malade et qu'il faut faire tout, voilà, qu'il faut arriver à penser à tout et à faire tout bien et tout en même temps, c'est pas facile. Donc, il y a globalement des bouées de sauvetage ou des aides cognitives qui aident à savoir comment passer. Donc, il y a le marche ou le ABC2, peu importe celui que vous retenez, l'idée c'est de traiter les choses dans l'ordre et de les passer et de les repasser pour rien oublier. Donc le marche permet d'intégrer le fait que si votre patient a un saignement actif ou une hémorragie aiguë, ben, une des urgences c'est d'arrêter le saignement. Donc s'il a une énorme péduscale qui est Glasgow 9, avant d'aller lui immobiliser le fémur, ben, vous allez arrêter le saignement. Donc petit à arrêter le saignement, gérer ensuite les voies aériennes, assurer une ventilation et une oxygénation correcte. Ensuite, régler la circulation, avoir des voies veineuses. Remplir, oui, mais pas trop. Remplir en connaissant les objectifs de pression sur lesquels on va revenir juste après. Ne pas les dépasser et ne pas tolérer non plus qu'ils soient trop bas s'ils sont en dessous de ce qu'on veut viser. Ensuite, gérer la tête. Et là, Glasgow 9, on n'est pas dans le 8. On n'est pas dans le cut-off ou dans les recours. Le cut-off, c'est trauma crânien grave. Mais le 9, c'est pas grave encore. Mais en vrai, sur un malade comme ça, à partir du moment où vous l'intubez, qu'il était intubé 9, vous allez le considérer 8, parce que vous n'allez plus pouvoir le surveiller. C'est fini. Donc celui-là, vous allez être un peu obligé de le réanimer comme un trauma crânien grave, sauf si vous avez un petit jouet pour faire de la thérapie individualisée, mais on y reviendra. Et puis après, le E, c'est aussi exposure, évacuation. Il faut penser à gérer les infections, et puis à transférer le malade. À BCDE, c'est un peu la même ambiance, et sincèrement, ça aide vraiment à organiser les choses, quoi. De le faire dans ce sens-là, et comme ça, vous n'oubliez rien. Et même si ça paraît débile, même si quand vous en avez fait depuis longtemps, ça vous permet de vous accrocher à quelque chose et de pouvoir le faire vraiment dans le bon ordre. Voilà, c'était ça le message de Sophie a totalement raison, il faut prendre... Tiens. La traumato, c'est l'entrée dans une maladie chronique, en fait, d'accord? Et la prise en charge de cette maladie chronique, elle commence dès la prise en charge préhospitalière. Faire les choses bien, vite. Par exemple, pas oublier l'antiboprophylaxie. Imaginez, polytro, infection du site opératoire, le taux est extrêmement important, d'accord? Ça peut être des sources de complications post-opératoires extrêmement invalidantes et très invalidantes pour les malades. Donc, en fait, cette entrée dans la maladie chronique, il faut essayer de casser ce cercle vicieux des complications post-opératoires qui peuvent apparaître secondairement, en étant extrêmement efficace et extrêmement rapide dès la prise en charge initiale. Donc effectivement, en termes de cible de pression artérielle, on en a déjà parlé, mais c'est assez simple. Si vous avez un score de Glasgow inférieur à 8, ok, on va essayer de limiter l'hypoperfusion cérébrale, et donc on va avoir, ça dépend si vous vous référez à la recommandation du choc hémorragique, une PAM à plus de 80 mm de mercure, ou celle du TC à plus de 110 mm de mercure. Dans les autres cas, on va réussir, on va essayer de cibler une pression artérielle plus basse. Pourquoi? Parce que pour faire tout simple, on va tolérer un seuil d'hypotension pour limiter le saignement et donc limiter la spoliation sanguine. Okay, et donc ça nous autorise de viser les régimes de pression artérielle un peu plus bas avec une PS à 80-90 mm de mercure ou une PAM à 60-65 mm de mercure. D'accord? C'est ce qu'on appelle l'hypotension permissive.
Et ça se repose sur les recommandations que j'ai citées, que vous pourrez lire si vous le souhaitez. Alors attention, faut pas trop stresser entre 110 et 80, parce que si vous prenez un malade qui a une pression artérielle à 162, ça lui fait combien de pression artérielle moyenne? Vas-y, tu refermes la Tic, bureau. tic, 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 tic. On peut lui dire le calcul plutôt que. Bon bref, ça lui fait 78. Donc globalement, le compte est bon. Donc en visant 110, le plus souvent, vous allez atteindre les deux objectifs. Donc pas de stress entre les deux. Alors, est-ce que, et ça c'est très intéressant sur les malades qui sont traumatisés crâniens, est-ce qu'il y a une valeur pour laquelle vos malades vont survivre et une valeur pour laquelle vos malades vont mourir? Globalement, la réponse est non. Si on fait, globalement, si on prend cette étude qui a été publiée dans JAMA Surgery, qui est une étude rétrospective sur plus de 3500 malades, 3400, je sais pas, plus de 3500, il y a une corrélation linéaire entre le niveau de pression artérielle et la mortalité des malades qui ont un trauma crânien. Donc effectivement, quand vous vous mettez aux alentours de 110, c'est là où vous arrivez à avoir un ratio qui semble être le plus efficace. Mais rien ne vous dit que ces malades-là, ou ce malade-là, en tout cas, celui que vous prenez en charge, il serait pas mieux à 120 ou 130 de pression artérielle systolique. D'accord? Et quand on regarde d'une autre façon de le présenter, effectivement, si vous comparez l'odd ratio c'est la mortalité vis-à-vis du seuil de pression artérielle précédent, on se rend compte qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait un décrochage au niveau de 110, où après, les odd ratios sont de plus en plus importants. Donc effectivement, si vous descendez en dessous de 110, la mortalité, elle est plus élevée chez ces malades-là. Tout simplement parce que vous allez avoir une hypoperfusion cérébrale. Ces malades-là, ils sont à risque d'être en hypertension intracrânienne. Vous n'avez pas pu la démasquer, vous n'avez pas pu la diagnostiquer. Et donc, vous allez avoir une pression de perfusion cérébrale qui a baissé. Et donc, globalement, aggravation des lésions neurologiques et aggravation du pronostic neurologique à distance. OK? Donc, le message, c'est effectivement, il y a le cut-off de 110, mais au-delà de 110, on ne peut pas vraiment savoir. Il y a probablement des malades qui pourraient bénéficier de plus, mais à l'heure actuelle, en tout cas avec ce qui est en préhospitalier, on n'a pas de moyen de savoir quels sont les meilleurs niveaux de pression artérielle à viser. Et ça, c'est d'autant plus intéressant à mettre en perspective que ça, c'est sur des malades qui ont des traumas crâniens. Mais là, on a un malade qui a probablement, on le sent, une hémorragie sous-jacente. Et donc, il va falloir voir si l'amélioration que vous avez, effectivement, sur la perfusion cérébrale, si vous montez au-dessus des 110 mm de mercure, ça ne va pas favoriser l'hémorragie et augmenter la mortalité du choc hémorragique. Donc tout se discute et le meilleur niveau de pression artérielle, c'est pas facile à trouver chez ces malades. C'est surtout qu'on n'arrive pas à l'avoir. Sur les patients qui saignent vraiment, il y a un moment où vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas. Et alors c'est quand on est en hospitalier, on est à l'aveugle de ce qui se passe à l'intérieur et c'est extrêmement difficile d'arriver à viser ses objectifs. La première chose qu'on fait nous quand les patients arrivent à l'hôpital, c'est on pose la sonde du Doppler transcrânien pour voir comment ça perfuse et pour avoir une idée, un proxy de la pression intracrânienne. Donc moi quand il y a un malade avec un TC, on me dit Glasgow 5, il arrive et j'ai des Doppler rassurants, je suis hyper rassurée, je peux me détendre sur les objectifs de pression et je peux gérer mon problème d'hémorragie. Par contre, si j'ai une asymétrie avec clairement des Doppler qui sont très poussés, avec des IP qui sont augmentés, là je vais balancer du sérum salé hypertonique et je vais essayer d'acheter du temps pour le... Et d'ailleurs, sur un malade comme ça qui est en hospitalier et sur lequel vous êtes à l'aveugle, c'est hyper dur. C'est vraiment hyper dur et le Doppler, quand c'est fait par des hospitaliers, il y a une étude qui le montre, ça prend 7-8 minutes, c'est trop long quoi. C'est-à-dire que soit on est très à l'aise avec le Doppler, on le fait vite et on a la réponse vite et on prend une décision vite, mais après passer 7 minutes de chaque côté pour faire le Doppler, c'est juste pas possible. Donc il y a un moment, encore une fois, où c'est toujours un ratio entre les investissements qu'on va avoir pour le patient et le bénéfice attendu par rapport au retard qu'on va prendre pour aller à l'hôpital. Donc voilà, nous on n'est pas hospitalier. Moi j'en ai fait beaucoup avant, j'en fais pas beaucoup depuis très longtemps. Je fais un tout petit peu de trucs en hospitalier, mais quand ça tombe de la traumato, c'est assez rare, on n'en a pas eu. Plutôt des noyés. Mais voilà, nous à l'hosto, la première chose qu'on fait, c'est regarder ce qui se passe dans la tête. Et mettre un traitement adéquat.
Donc effectivement, là, on est sur de l'individualisation. Mais déjà, le message clé, parce que c'est effectivement d'éviter l'hypotension artérielle chez ces malades-là. Déjà, gardez ça en tête. Et le cutoff, faut pas que ça descende en tout de 110. Donc le maître mot qui va aller de toute façon avec tout le topo et avec toute votre carrière, c'est anticiper. Ce malade-là, vous voulez l'intuber parce que vous anticipez qu'il va probablement se dégrader au point de vue hémodynamique. Il va y avoir plein de choses à faire et vous voulez au moins vous enlever un problème. Deuxièmement, vous savez que comme il est en choc hémorragique, globalement, il a activé son système sympathique de manière extrêmement agressive et que quand vous allez le couper avec des produits d'anesthésie, ça va majorer l'hypotension. Donc ce malade-là, on prépare la noradrée, on anticipe. D'accord ? Ça, c'est le message clé. Et c'est le message clé pour tout ce qui va se passer en pré-hospitalier et en hospitalier. Après, on n'a pas fait polytechnique, sinon ça se saurait. Donc globalement, vous avez un malade qui saigne. La première chose à faire pour éviter qu'il soit hypotendu, quand le robinet est ouvert, c'est de fermer le robinet. Vous êtes d'accord ? Donc pour fermer le robinet, il y a deux façons de faire. Un, il y a les hémorragies extériorisées. Tamponnement de l'épistaxis, garrot et suture du cuir chevelu. Extrêmement importante. Passez vos mains dans les cheveux. Un des derniers chocs hémorragiques qu'on a eu sur Beaujon, c'était un mec avec des dreadlocks énormes, d'accord ? Et il s'était fendu le crâne, mais personne n'avait mis la main dans son cuir chevelu, personne n'avait vu que le cuir chevelu était fendu en deux, et il saignait, il s'était épongé par les dreadlocks. Il a perdu 4 litres 5. Véridique, faut regarder les cheveux. Par exemple, chez moi, il n'y a pas de problème, ça m'arrivera jamais, ok ? Mais globalement, on n'a pas tous la chance d'être chaud. Hein. Donc, ça va, vous pourriez éviter de rigoler quand même, mec. J'ai fait une psychothérapie hyper chère pour ça, hein, pour arriver à pouvoir dire ça aujourd'hui avec vous. D'accord ? Donc ça, c'est simple. À côté de ça, il y a les hémorragies internes. Dans le thorax, on peut rien faire. En pré-hospitalier, si vous mettez des drains thoraciques, c'est pas forcément recommandé. Et globalement, c'est souvent associé à des morbidités assez importantes. Donc la seule qu'on peut prévenir et guérir, c'est l'hémorragie du fait d'une fracture du bassin. Et ça saigne où ? Dans le rétropé. D'accord ? Et donc comment on va faire ça ? Eh ben, on va, immobiliser les foyers de fracture pour ce qui est de la jambe, mais aussi pour le bassin, mettre une ceinture à bassin systématique. D'accord ? Donc il faut faire assez simple. Si votre malade, il a un examen clinique, il a mal au bassin ou son bassin est instable cliniquement, c'est-à-dire qu'il arrive à bouger, là vous mettez une ceinture à bassin. Chez tous les malades qui ont un trauma crânien et qui sont inexaminables, globalement, moi je recommande de mettre une ceinture à bassin, ça coûte rien, ça vaut pas cher et ça permet de diminuer le saignement en, premièrement, comprimant les foyers osseux, deuxièmement, en comprimant les plexus veineux et troisièmement, en diminuant le volume du rétropéritoine accessible au saignement. D'accord ? Donc ça, c'est hyper simple, mais c'est des choses qui sont extrêmement importantes à faire et il faut les faire rapidement. Ça c'est que le premier volet du triptyque pour arrêter le saignement. Exactement. Là, il vous parle de la mécanique, mais il y a le volet mécanique, donc interne, extériorisé. Deuxièmement, le volet pharmacologique, on en a parlé tout à l'heure. Qui est là. C'est la citranexamique. On l'a mis là, qui réduit la mortalité. Donc là, du coup, c'est assez visuel, ça c'est l'immortalité par saignement. Sur 20 000 patients, c'est quand même assez convaincant. Et le troisième volet, on en a parlé aussi, c'est le volet physiologique, c'est-à-dire ne dépassez pas les objectifs de pression qui sont recommandés. Sur un patient qui n'a pas de crâne, il ne faut pas avoir 3 chiffres sur le scope. Donc il n'est pas question de mettre de la noradrée pour qu'il arrive à 110 de systole à l'hôpital s'il n'a pas de crâne associé. Il ne faut pas mettre donc de l'oxène ou de les 3 l'azélix volets, non plus. c'est Hein. ceux-là. Hein, Pas de l'oxène ou de l'azélix non plus, hein, s'il vous plaît. pourquoi pas. Une étude à faire. Alors attention, sur l'acide tranexamique, il y a une petite particularité. Sophie, c'est de ne pas le faire au-delà de 3 heures. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. La citranexamique, ça ne comporte pas de risque, en tout cas on a taux de risque identifié, même sur les thromboses, sur tous les éléments secondaires en dehors de l'hémorragie qui sont analysés. Par contre, il ne faut pas le faire après la 3e heure. Donc voilà, les 3e heure après il faut le faire le plus précocement possible, et ça c'est une étude qui montre l'efficacité de la citranexamique en fonction du délai avec lequel elle est administrée, qui pousse des malades très variables, hein, des malades de traumato, des malades de chirurgie cardiovasculaire, etc. Mais c'est précoce et jamais après 3 heures. Le mécanisme qui fait qu'après 3 heures ça ne marche pas, il est un peu complexe à expliquer. Il y a probablement déjà une inhibition de la fibrinolyse qui fait que en rajouter à ce moment-là n'a pas de sens, pas d'intérêt et même délétère. Donc voilà, ce mécanisme-là, il y a beaucoup encore de recherches, mais retenons 3 heures et c'est déjà pas mal. Tout est clair jusque-là ? Ça va, on ne fait pas trop chier ? Vous attendez impatiemment l'apéro, c'est ça ? Tu vois,
J'ai mis le point sur quelque chose, là, je crois. Donc, pour faire simple, on garde des messages simples et on avance. Il faut limiter le remplissage vasculaire au strict maintien des objectifs. Donc, globalement, il y a un cut-off un peu qui court de 1500 ml, d'accord. Les cristalloïdes en première intention, avec effectivement éviter, dans le cas des traumatismes crâniens, le ringeur lactate. Vasopresseur en cas de persistance d'une hypotension artérielle, et là, c'est celle qu'on a définie, d'accord. La catécholamine de choix, ça reste la noradrénaline. Attention, vous pouvez l'utiliser sur voie veineuse périphérique. Si celle-ci est sécurisée, il n'y a pas de souci. Il y a des données dans la littérature qui ont été publiées là-dessus. Donc, il ne faut pas s'inquiéter de dire j'ai pas de cathé central, donc je ne peux pas mettre de noradré. Donc, avec deux solutions, le malade arrive extrêmement hypotendu. Ou l'autre solution qui est la pire, c'est de perdre 20 minutes en hospitalier pour mettre un cathé central. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est juste une petite diapo qui est assez visuelle et ça résume un peu de manière vulgaire, mais c'est plutôt intéressant. C'est quand vous regardez ça, c'est une étude qui était sur le registre, qui était allemande, allemande, qui regardait en fait le volume donc de cristalloïdes qui était administré, et on voit qu'au fur et à mesure des années, globalement, ce volume a diminué parce que les cibles de pression artérielle ont baissé. Et les malades qui arrivaient à l'hôpital avaient un TP plus élevé, une hémoglobine plus élevée, d'accord. Et ça traduit que, effectivement, si vous majorez le remplissage, vous hémodiluez. Et si vous hémodiluez, vous diluez les facteurs de la coagulation. Et ça altère la coagulation et votre malade saigne. Donc, globalement, ça fait un peu un cercle vicieux, d'accord. Donc, effectivement, il faut essayer de limiter le remplissage vasculaire au strict maintien des objectifs. Après, pourquoi on vous parlait d'anticipation? Ça, c'est, vous avez peut-être entendu parler du groupe Center TBI, qui regroupe énormément de centres qui ont poulé plein de données sur les traumas crâniens. Et ils ont regardé, il n'y a plus de batterie, je peux le faire comme ça en attendant. Combien de malades développaient une hypotension artérielle lors de la prise en charge préhospitalière, et les malades les plus à risque étaient ceux qui étaient intubés, d'accord. Et ceux qui étaient intubés, c'est probablement ceux qui avaient un score de Glasgow inférieur à 9, merci Sophie, parce que on voit que c'est globalement les mêmes chiffres. Il faut pas négliger ce problème-là, parce qu'on voit qu'il reste quand même, si on prend l'association hypoxie-hypotension, il y a 18% de malades, donc c'est 1 malade sur 5 qui a un épisode d'hypotension et un épisode d'hypoxie, et on sait qu'un seul épisode, ça altère le pronostic à distance de ces malades. Donc, le maître mot qui était anticipation, il est vrai, parce qu'il y a encore des progrès à faire. Comme qui dirait, anticiper, c'est notre métier. Donc, quelle orientation? Donc, vous êtes à Aurillac, vous avez deux possibilités. Vous avez le CH, centre hospitalier, très sympa, qui s'appelle Henri Mondor. Mais c'est pas le même plateau technique, je vous rassure tout de suite. Et vous avez le Trauma Center à Clermont-Ferrand, ou un peu plus loin de l'autre côté à Limoges. Donc vous décidez d'aller à Clermont-Ferrand. Pourquoi un Trauma Center? C'est assez simple. Ça, c'est les diapos un peu historiques. C'est l'étude de McKenzie 2006 qui montre que, effectivement, si vous admettez des patients polytraumatisés ou suspects de polytraumatisme dans un Trauma Center, vous diminuez la mortalité. Et cette diminution de la mortalité, elle est d'autant plus importante que votre traumatisme est grave. On peut le présenter comme ça, on le voit bien, et effectivement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'ISS. Est-ce que vous savez tous ce que c'est ou pas? Non, pas du tout. Vous voulez qu'on vous explique ou pas? Sophie, l'ISS? Alors, ça c'est mon étude préférée. Moi, quand j'ai commencé à faire de la traumato, je pense que c'est vraiment une des études qui m'a convaincue d'un truc. L'ISS, c'est un score lésionnel qui permet en fait de calculer chaque patient, de donner un score par rapport à la gravité de ses lésions. Et donc le corps est divisé en 6 régions, la tête, la face, la tête et le cou, la face, le thorax, l'abdomen, le bassin et les membres, et puis tout ce qui est externe, donc la peau. Et pour chaque région, chaque lésion elle est codée. Par exemple le fémur, ça va coûter 3 points. Et pour calculer l'ISS, on élève au carré les points des 3 régions principalement touchées, des zones touchées des 3 principales régions, et ça fait un score. Donc, par exemple, le fémur, c'est une fracture de fémur, ça fait 3, donc vous l'élevez au carré, ça fait 9. Plus un pneumothorax unilatéral, ça fait 2 points, donc élevé au carré, ça fait 4. Donc ça fait déjà 9, 4, 13. On n'est pas encore à un trauma grave. Pour rajouter un petit truc pas cher. Une plaie du genou. Non, ça fait 1.
Bon, LP1, on va pas le faire. La rate grade 2, ça fait 2. Ouais, c'est voilà. 4. Petite rate grade 2, c'est 4 points de plus, ça fait 13 plus 4, 17, et on a dépassé les 15. Donc vous voyez, il faut quand même avoir un peu cassé le bonhomme. Il faut avoir cassé un peu le bonhomme pour avoir fait les ISS. Et donc, en tout cas, dans la littérature aujourd'hui, même s'il y a beaucoup de controverses sur la définition de ce que c'est qu'un vrai traumatisé grave, pour benchmarker vraiment tous les hôpitaux et les comparer, et puis comparer des malades difficilement comparables, c'est sur ce score lésionnel qu'on le compare. Et donc cette étude, elle compare en fait la mortalité en fonction des scores lésionnels, donc les scores lésionnels graves ISS supérieur à 15 ou alors très graves ISS supérieur à 24, et elle regarde la mortalité en fonction de 3 types de centres hospitaliers qui reçoivent les malades. Les bleus foncés, c'est Trauma Center. Les bleus violets, c'est les Multi-Specialty Hospital. C'est Henri... Si, c'est vraiment là. Non, c'est un hôpital qui a par exemple toutes les spécialités, mais qui n'est pas... Non, c'est dégueulasse de dire ça. Henri C'est mon d'Aurillac. Ah oui, d'Aurillac. Et puis, vous avez l'Acute Hospital. Je sais pas ce que vous avez cru, les gars. L'Acute Hospital qui est le CHG. Et du coup, on voit que finalement, et pourquoi j'ai beaucoup aimé cette étude, c'est que quand moi j'ai commencé à traumato, j'étais à Beaujon, et à Beaujon, il n'y avait pas de chirurgie cardiaque, il n'y avait pas de chirurgie thoracique, et donc on était un peu complexés, on disait ouais mais nous on fait de la traumato quand même, et nous on est un trauma center, et en vrai on a beaucoup organisé les soins, beaucoup organisé les choses, et c'est devenu un vrai trauma center parce que c'était organisé. Et donc ça n'avait pas toutes les spécialités, et vous pouvez mettre un hôpital qui a toutes les spécialités, s'il n'est pas organisé pour recevoir des malades traumatisés, bah, c'est pas un trauma center. Et ça ne permet pas de diminuer la mortalité, et ça ne permet pas de bien prendre en charge les patients. Et alors là, c'est hyper décevant quand vous êtes jeune médecin, parce que vous ne dites pas « Ah, c'est parce qu'on est bon qu'on sauve les malades ». Et en fait, c'est un peu déprimant au début, et après vous vous rendez compte que vous pouvez changer la vie des malades juste en organisant les équipes, en organisant l'hôpital, en organisant la délivrance des produits sanguins, en faisant en sorte que les choses fonctionnent vite et bien comme vous voulez, comme pour le patient. Et c'est pas vous qui devez être bon, parce que si vous êtes bon, ben vous n'allez pas changer le pronostic du malade. Il faut que vous soyez bon, mais celui d'avant, il faut qu'il soit bon, et celui d'après, il faut qu'il soit bon, il faut que l'infirmier soit bon derrière, il faut que le chirurgien soit bon, en tout cas qu'il fasse pas trop de merde. Bref, c'est la chaîne qui est importante, et cette chaîne-là, c'est en l'organisant que ça marche. C'est pas en ayant tout le monde qui fait des choses dans son coin. Voilà, c'est comme ça qu'on a commencé. En lisant Davenport. Exactement. Donc je sais pas si vous regardez, c'est depuis tout à l'heure, on est un peu obsédé par le timing. Le temps. À votre avis, pourquoi on est obsédé par ça? Est-ce que vous ne savez pas? Parce que globalement, faut qu'un politro ça se voit plus rapidement parce qu'on veut pas partir trop tard de l'apéro. Les 3 présidents, ça ferme pas trop tard, donc on veut pas trop. Hein. Justement, faut aller vite, hein, la nuit. Ou alors, il existe une corrélation entre délai de prise en charge et mortalité. Ils font partie d'une secte, donc les anesthésistes réanimateurs du déchocage vouent un culte au lapin d'Alice au pays des merveilles, où le délai de prise en charge va impacter l'ensemble de la prise en charge du patient. En sachant que, je ne sais pas si vous avez noté un grain de folie, on est quand même capable de calculer un ISS en connaissant les lésions, les codes par cœur et les valeurs par cœur. Ce qui est extrêmement pathologique, mais vous vous en rendrez compte plus tard. Mais c'est pas grave, pareil, là aussi, on se soigne avec Sophie, un jour on sera peut-être guéri. Donc à votre avis, ça paraît évident, ça paraît simple, c'est qu'il existe effectivement une corrélation entre le délai de prise en charge et la mortalité, mais aussi les délais de prise en charge vont probablement, et ça restera démontré, mais impacter l'ensemble de la prise en charge du malade. Pourquoi ? En fait, c'est assez simple. Votre malade saigne, vous le prenez en charge précocement, vous corrigez ses défaillances, vous contrôlez rapidement le saignement, vous allez diminuer la mortalité par choc hémorragique. Il ne faut pas avoir fait Polytechnique. Le robinet est ouvert, on ferme le robinet, le malade va mourir. Simple. Donc ça, c'est vrai pour ce qu'on appelle la mortalité précoce, les 24-48 premières heures. Et ça a été démontré avec ce papier de Tobias Gauss, de Grenoble, qui a démontré qu'il existe une corrélation, donc on le voit, une analyse multivariée entre le délai de prise en charge préhospitalière et la mortalité hospitalière. Et ce délai, si on le change et qu'on le présente d'une autre manière, c'est une augmentation de 8% de la mortalité par tranche de 10 minutes.
Donc, à chaque fois qu'il y a 10 minutes qui se passent, tac, 8% de mortalité en plus. C'est beaucoup. Donc, il faut rouler vite. Mais ça va probablement au-delà de cette mortalité précoce. Pourquoi ? Plus votre malade va saigner, plus il va arriver anémié. Plus vous avez besoin de le transfuser, et plus l'intensité de l'ischémie-reperfusion va être intense. Et cette ischémie-reperfusion, elle est source, elle, de la mortalité secondaire, avec les syndromes de défaillance multiviscérale, les PAVM, parce qu'effectivement il y a une corrélation avec les infections, et l'infection la plus fréquente, c'est la PAVM, surtout que ce malade est traumatisé crânien, donc le taux d'incidence est très élevé, et les infections du site opératoire, il a une fracture du fémur ouverte, il est à risque. D'accord ? Et ça va impacter la mortalité donc secondaire. Je montre juste cette diapo. Alors ça, c'est le thème qu'on va vous présenter. Cette diapo, elle est assez intéressante. C'est une étude secondaire de Pamper qui a regardé la corrélation entre la transfusion et le risque de développer des complications infectieuses. Et il y a une corrélation évidente entre la transfusion et le risque infectieux. Alors ok, globalement, ça c'est de la multivariée, on s'est essayé de gommer, mais c'est très difficile quand même de gommer l'impact, la sévérité du traumatisme là-dessus. Donc on pourrait se dire il y a un biais. Je vous ai pas mis la diapo, mais il y a la même analyse statistique qui montre que le risque, il augmente après chaque culot. D'accord ? Donc à chaque fois que vous recevez un culot en plus, vous augmentez le risque de défaillance multiviscérale, d'infection du site opératoire et ou de PAVM. Donc effectivement, plus vous irez vite, plus vous contrôlez vite le saignement, moins vous allez avoir besoin de transfuser votre malade, et moins votre malade va avoir de complications tardives. Donc, ce que vous faites dès la prise en charge préhospitalière va impacter la mortalité précoce, mais aussi la mortalité secondaire. Et donc tout ça, c'est pour ça qu'il faut faire les choses vite et bien. Sophie ? Oui, alors on ne peut pas tomber dans l'écueil aussi, ça on le voit avec les jeunes chefs notamment, c'est que on met tellement de pression sur le délai, sur le saignement, que quand un patient arrive, tout le monde est tendu comme un string, d'accord ? L'arc il est prêt à lâcher la flèche, le patient arrive, il a 12 d'hémoglobine et bam, on lâche 3 kilos. Et ça, j'ai vu plusieurs fois, donc c'est bien d'anticiper. Mais après, il faut juste réfléchir à ce qu'on fait. C'est-à-dire, à 12 d'hémoglobine, on ne va pas transfuser. On sait que ça va continuer à baisser, surtout s'il y a un saignement actif, surtout s'il y a des lésions multiples. On sait à un moment donné qu'on va le transfuser, mais il n'y a aucun intérêt à ce moment-là à le transfuser alors qu'il a 12 d'hémoglobine. Si vous avez commandé vos 3 CGR, vos 3 PFC et des paquets, ben, votre malade, vous avez déjà une idée de sa coagulopathie, parce qu'il a déjà, par exemple, il a commencé à 16 d'hémoglobine, il est à 12. Il saigne. Donc, sa coagulopathie, on en est quasi certain. Et à ce moment-là, de lâcher les 3 CGR, c'est peut-être pas le moment. La question peut se poser sur les plasmas, mais ça, on y reviendra après. Mais du coup, il faut penser que peut-être que vous n'aurez pas besoin de les transfuser, ces rouges. Parce que, il y a d'ailleurs mon premier malade que j'ai voulu inclure dans Astro, quand j'étais encore à 17. Astro, c'est une étude qui inclut les chocs hémorragiques. C'est le tout premier. C'est un trauma de rate, il avait du sang plein le ventre, il avait perdu 4 points, et moi j'étais sûre que j'allais transfuser. Bim bam boum, on organise tout, on le randomise, et à la fin, ben, elle est sortie à 8 d'hémoglobine du bloc et je ne l'ai jamais transfusée. Donc c'est le premier loupé, donc j'ai appelé Anatole qui est en Australie, je lui ai dit que j'avais merdé. Parce que le critère d'inclusion, pour qu'il puisse comprendre, c'est qu'il faut que le malade ait pris un culot globulaire. Donc elle avait un peu anticipé l'inclusion. Mais voilà, après, il y a des patients chez qui vous allez faire l'hémostase assez vite et qui ne vont pas en avoir besoin. Peut-être qu'ils en auront besoin dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, quand ils seront dégringolés à 7 d'hémoglobine, puis 6-8. Et là, vous allez dire, bon, on va peut-être lui faire du fer, on va peut-être lui passer du sang. Mais voilà, vous n'êtes pas en phase aiguë, vous n'êtes pas dans le même drame, c'est pas la même ambiance. Et ce culot, il coûte cher. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir des seuils, des objectifs et s'y tenir. Effectivement, l'idée du temps, ça ne doit pas être une obsession, ça doit juste être un cahier des charges. Okay, vous savez que vous avez besoin, que le temps est important. Et donc. Et la ressource aussi, c'est-à-dire qu'en fonction de l'hôpital dans lequel vous vous trouvez, la façon dont la ressource en produits sanguins est gérée est très différente. Et à Beaujon, on avait
capteur thermique. Quand je suis arrivée à Bicêtre, il n'y avait pas ça. Donc moi, j'étais en panique parce que comment je fais pour avoir du sang et savoir que je ne vais pas le gaspiller alors que je le veux à l'avance. Je veux qu'il soit là tout de suite. Donc j'avais fait acheter des capteurs thermiques, ça m'a pris 2 ans, tout le monde adhère et tout. Et puis ici c'est magique, ici vous faites comme ça, t'as un pneumatique qui arrive, si c'est 5 étoiles, pas pour tout, hein. Faut venir voir, mais pour la transfusion, c'est juste magique. Ici vous anticipez, ils font ouais, pas de problème. Et au moment où vous les voulez, ils ont déjà décongelé, si vous leur avez dit de décongeler les PFC, vous les voulez, vous les appelez, et dans la minute, le pneumatique, il vous les dépose en salle de réveil. Donc c'est trop bien. À Pitié, ils ont un frigo dans la salle de réveil, donc c'est pareil, c'est un vrai confort. Donc tout ça fait que la façon dont vous allez penser vos produits sanguins est dépendante de la structure dans laquelle vous êtes et de la gestion de la ressource. Ça va? Ça va toujours? Il nous reste une demi-heure. Ouais, ça va aller, nickel. La 67 diapos encore, on est bien. Est-ce que vous avez des questions sur la prise en charge préhospitalière? Nickel? Parfait. Donc, là, vous avez échangé, vous êtes 2 gardes, première garde interne des chocs. Ouais, le jeune senior, Ouais, c'est vrai que maintenant, c'est... Votre senior a disparu, c'est où il est passé. Ouais, c'est ça. Et vous avez eu l'appel du SAMU avec les constantes que vous aviez lors du bilan initial. D'accord? Donc, que préparez-vous? Qui sortirait l'accélérateur et chauffeur? Ça va saigner. Ok, ça va saigner, tout le monde le sort. Fibrinogène, on prépare? Ouais, on prépare. 700 balles le flacon, hein. En fait, il est dans le frigo, mais c'est juste à côté, il faut juste le savoir. T'as pas besoin de casser l'ampoule, mais c'est juste à côté. Frigo. T'as un frigo toi aussi à Pompidou? Oui, on a dans le frigo. T'as en plus du pneumatique, t'as le frigo. Si vous le percutez avant et qu'il meurt avant d'arriver, ouais, ça va au paquet. Vous savez qu'il est là et il n'est pas loin parce que vous avez organisé votre centre pour qu'il soit juste à côté, donc vous allez décider de le passer. Vous faites venir des culots au positif, vous êtes d'accord, hein? J'ai dit au positif parce que c'est un garçon. Ça, je personne. Ok, vous faites décongeler les PFC? Tout le monde fait décongeler les PFC? Ok, nickel. Alors les PFC, ça a beaucoup changé aussi parce que maintenant on a 24 heures pour les utiliser. Donc avant on n'avait que 6 heures et en fonction du centre dans lequel vous vous trouvez, parfois ils partaient au baquet parce qu'ils n'étaient pas utilisés. Donc maintenant, si vous les faites décongeler, dans les 24 heures, comme c'est du AB, ils vont être recyclés sur notre chirurgie, notre patient, notre truc. C'est facile parce qu'avant il y a le foie, ici il y a le cœur, mais à Bicêtre c'était pas facile de négocier le PFC parce qu'il n'y avait pas trop de chirurgie consommatrice de PFC. Après, on pourrait même discuter, est-ce qu'il faut les faire décongeler, hein? Il y a des centres qui pourraient te dire, attendons de voir si le malade est vraiment en choc hémorragique, on les fera décongeler à ce moment-là. Ouais, donc il y a quand même plein d'études qui montrent que plus tu les passes tôt et plus ça marche. On est d'accord. Mais après, pour le moment, on n'a pas forcément de données extrêmement robustes, une discussion, hein, pour dire que là, si tu les fais décongeler quand le malade arrive, et que tu te retrouves à avoir 4 kilos de PFC, ou que tu essayes de rééquilibrer progressivement le ratio... Rétique qui te montre que c'est dramatique, la façon de réanimer en passant les PFC à 45 ou 50 minutes. Disons, ça marche pas du tout le PFC, regardez, ça marche moins bien que les concentrés de complexe profonds. Ah oui, les concentrés de complexe, ils les passent tout de suite. Les PFC, ils les passent au bout de 50 minutes. Donc toute la question, et on est toujours sur le même truc, c'est anticiper. C'est-à-dire qu'en fonction de vos ressources, voir s'il faut les décongeler ou pas. En tout cas, effectivement, ce malade-là, on a tendance à les décongeler, et ce d'autant plus que la structure vous permettra de les absorber après secondaire. Rien du tout, personne ne prépare rien du tout. Ah ouais, vas-y. Est-ce que d'un point de vue pratique, les PFC, ça fait combien de temps à décongeler? Global. 20 minutes. Ouais, 20 minutes. C'est du bain-marie, ça prend un peu de temps. Ping, c'est pas le micro. Ouais. Et le Pélio? Le Clio? Clio, Sophie? Le Clio, c'est super. Le problème, c'est que le Clio, il n'y en a pas partout. C'est hyper cher. Faut peut-être dire ce que c'est le Clio, Sophie. Le Clio, c'est le plasma lyophilisé. Donc, c'est du plasma qui est desséché. C'est une préparation française, c'est une recette française que même les Américains nous envient. Ils nous envient pas grand-chose, mais en bouffe et en préparation, ça vient des militaires. Pas mal. Et ça vient du SSA, du service de santé des armées français, et même les Allemands, ils ont du mal à essayer de copier notre recette. En tout cas, c'est du plasma lyophilisé, donc que vous reconstituez avec de l'eau. Et donc, il n'y a pas besoin de le décongeler, il faut juste le temps de le reconstituer. Et ça a été étudié dans plusieurs études, en tout cas à Lille, ils ont beaucoup utilisé. Et il y a des recommandations qui sont sorties sur les Clio.
Mais aujourd'hui, tout le monde n'en a pas de disponible, mais le Clio, c'est magique pour des centres qui n'ont pas de consommation régulière de PFC et qui sont confrontés à des patients chez qui il va falloir passer des PFC de façon rapide et urgente sans devoir les acheminer. Donc, mais tu serais dans un centre qui est du Clio, si tu ne réfléchis pas aux problèmes économiques, si tu n'as pas de PFC, tu mets du Clio. Si tu as du PFC que tu as pu le faire décompter, tu mets du PFC, parce que c'est pas le même type. Ça veut dire qu'en fait, en toi hospitalier, si les risques le passent, toi, t'es pas choqué quand on regarde. T'es pas choqué qu'il ait passé si long. Ah non, après on discute toujours de quels étaient les critères pour les passer, mais non. Alors il n'y en a pas beaucoup qui est passé à l'étude, au Clio, pour lesquels on n'a pas encore les résultats. Non, je ne serais pas choqué s'il me dit j'ai tous les critères pour dire que vous passez à l'école homéopathe, je vais passer 3 PFC, enfin 3 Clio, non. Après, voilà, c'est qu'il faut implémenter, avoir une procédure, parce que le risque, c'est inverse, c'est que tu passes des Clio à des malades qui n'en ont pas besoin. Mais après, effectivement, c'est pas choquant. Et bien sûr, la garde va être longue, café allongé. Donc, globalement, comment on peut anticiper? Là, je peux pas ne pas te laisser la main. C'est ton étude. Non, mais ce qu'on a déjà dit, il y en a certainement d'entre nous qui connaissent le Red Flag, c'est un score qu'on a développé à partir des patients de la trauma base pour s'organiser à l'hôpital. Parce que comme je vous ai dit, quand on était à Beaumont et qu'on réfléchissait à comment on peut faire pour aller plus vite, on avait inventé des critères comme ça, on avait dit ouais, la pression artérielle, elle fera ça, on avait dit le delta MOQ comme ça. Et après on s'est dit, avec des données, on va les faire parler. On va attendre d'en avoir beaucoup pour les faire parler. Donc ça, c'est une étude qu'on a ruminée pendant longtemps. Donc une fois qu'on a eu beaucoup de patients, on a tous les patients, et il a fallu les définir. C'est quoi les patients que je veux reconnaître à l'avance? C'est qui? C'est ceux qui vont mobiliser de la ressource et du personnel à l'arrivée. Donc c'est ceux qui vont aller au bloc direct, c'est ceux qui vont aller à l'artérielle direct, c'est ceux que je vais transfuser au déchocage, c'est ceux qui vont mourir de choc hémorragique. Et puis, la petite cerise sur le gâteau, c'était je vais aussi prendre ceux qui ont plus de 5 de lactate, parce qu'ils sont déjà en acidose. Vous connaissez la triazétale, maintenant c'est un diamant létal, et dans ce diamant il y a l'acidose. Et donc on a pris ces patients-là et on a regardé comment, avec des données préhospitalières, on pouvait les cibler. Et on a voulu faire un truc qui ne nécessite pas d'application, parce qu'après vous pouvez prendre des données hyper précises, et après vous avez une appli, vous rentrez si la pression est à l'alsace. Nous on voulait un truc simple, basique. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a que 5 données, et on a des critères prédictifs qui sont assez bons. Donc il y a le choc index dont on a parlé tout à l'heure, une fois supérieur ou égal à 1. L'hémoglobine capillaire inférieure ou égale à 13. Et alors ça aussi, l'hémoglobine capillaire, il a fallu aussi publier une étude à côté de celle-là pour montrer que l'hémoglobine capillaire avait un intérêt dans le trauma, parce que c'est encore écrit partout, mais j'ai relu les recos 2019 de l'ESIGM. Il n'y a pas une citation de nos papiers sur l'hémoglobine, et ils disent non, parce que l'hémoglobine initiale, c'est pas très utile, parce que quand on saigne du sang total. Ok, nous on a montré sur 10 000 malades que quand on saigne au début, qu'on est traumatisé, oui, on saigne du sang total, mais on est capable de faire du refilling, et donc l'hémoglobine initiale, elle est déjà basse chez les patients qui saignent. Donc c'est pour ça que chez un mec de 30 ans, l'hémoglobine elle n'est pas à 13, plutôt à 15-16. Pression artérielle moyenne, alors elle est sortie de façon très indépendante du choc index. C'était assez marrant, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc c'est un élément informatif qui était vraiment indépendant. L'intubation hospitalière, puis le bassin instable. Et quand vous en avez 2 ou plus, déjà, vous pouvez considérer que vous avez plus de... il y a des critères prédictifs. Ça ne veut pas dire que vous allez ça va être forcément des patients comme ça, mais avec ça, vous avez 80% de sensibilité des patients qui passent dans vos filets. Donc ça veut dire que vous n'allez pas en louper beaucoup. Mais il y en a quand même, la spécificité, elle est un peu plus basse, ce qui veut dire qu'il y a un certain nombre de cas où vous allez avoir 2 critères red flag, mais vous n'allez pas forcément avoir des patients qui ont les critères que je vous ai cités au début. C'est un élément qui oriente, et c'est sûr que plus vous en avez, plus votre probabilité elle augmente. Si vous avez 4 critères, vous êtes à plus de 80% de risque de les transfuser, de les amener au bloc, etc., etc. Donc ça nous aide à avoir un discours construit et argumenté avec les chirurgiens quand on veut bloquer les blocs opératoires, ou avec la banque du sang quand on veut décongeler du PFC. En tout cas, on a quelque chose d'objectif pour leur dire, ces patients-là, on les screen et on les identifie comme ça.
Et d'ailleurs, c'est là-dessus, vous, que vous avez, quand vous déclenché les PFC. Exactement. Alors après, c'était une image, il faut qu'il y ait des procédures locales, mais Sophie en a déjà parlé, hein, c'est globalement qu'il faut s'adapter aux fonctions de la structure hospitalière dans laquelle vous travaillez. Qu'est-ce que ça permet d'anticiper? Eh ben, on l'a dit, hein, ça permet d'activer les équipes, l'équipe d'anesthésie, disponibilité du bloc, disponibilité du personnel, équipe chirurgicale, disponibilité du matériel. Ça paraît con à dire, mais des fois on peut se retrouver avec plus de boîte ou la boîte pas stérilisée. Donc faut que les gens puissent être efficaces rapidement. Il faut que le matériel soit disponible et prêt. Et bien sûr, l'équipe de radiologie, savoir si le plateau interventionnel est libre ou quand est-ce qu'il va être libre pour pouvoir discuter tous ensemble de la meilleure stratégie thérapeutique pour ces malades. Globalement, quand votre malade arrive, pour avancer, on va essayer d'identifier la source du saignement. Donc on reparle de ce qui est extériorisé, donc il ne faut pas l'oublier, il faut bien les prendre en charge. Et effectivement, on va s'intéresser aux hémorragies plutôt non extériorisées. Et pour ça, on va se baser sur l'échographie, la fast échographie. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire fast? Je ne comprends pas le mot, mais l'acronyme. C'est Focus Acute Sonography pour Trauma. Et effectivement, le mec qui a inventé ça, tu as envie de le toucher pour qu'il te donne un peu son intelligence, ça c'est fast. Et donc, tu te retrouves avec effectivement une échographie qu'il faut faire rapidement pour avoir des résultats rapides, pour avoir une prise de décision rapide. Cette échographie, elle a été optimisée, upgradée, on a rajouté effectivement l'échographie pleurale, péricardique, les Doppler, et donc on est passé non plus de la fast, mais de la extended fast, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça maintenant la e-fast. L'objectif, c'est d'identifier, donc dans les cavités qui ne sont pas visibles cliniquement, la présence d'un épanchement qui pourrait être synonyme d'un épanchement sanguin. Et donc, au niveau du thorax, un hémothorax, au niveau du péritoine, un hémopéritoine. Et effectivement, on peut aussi diagnostiquer des pneumothorax s'il y a une absence de glissement pleural. Qu'est-ce qu'on voit pas avec la face? Si, on voit très bien les fermentaires. On ne les voit pas à la radio. La face seule. Ah oui, non, mais avec la IFAST, je parle avec l'écho. Le rétropé, on ne le voit pas. On voit les reins, mais on ne voit pas, on ne peut pas voir d'épanchement dans le rétropé. Et on ne peut pas voir non plus de médiation. Non, on ne peut pas très bien le voir. On peut regarder par-dessus, mais pour aller voir la dissection de l'isthme, c'est perdu. Alors après, pour être simple pédagogiquement, un malade qui est en choc hémorragique, est difficilement contrôlable, qui a une phase positive, ça vient du ventre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un bassin associé. Si vous regardez, il y a une étude récente qui est sortie sur globalement 90% des chocs hémorragiques qui avaient une phase écho positive et qui avaient une fracture du bassin radiologiquement, il y avait une lésion intra-abdominale. Ouais, alors, tu parles de laquelle là? De celle du trauma. Mais laquelle? Ils vont te lire? Non, celle qui est sortie il y a des Américains. Il y a un trust de FAST. Tu l'as vu celle-là? Alors, je ne l'ai pas vu, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que la face, elle se quantifie. Et alors, il y a une étude des Montpelliérains qui est très très bien, je trouve. Et qui montre que quand tu as une phase positive, ils ont pris des patients choqués avec un trauma du bassin. Et ils ont regardé la face. Ils ont montré que chez la moitié des patients, finalement, l'épanchement intra-abdo ne conduisait pas à un geste intra-abdominal, ne nécessitait pas de geste intra-abdominal, ou était juste de la suffusion du rétropé. Il n'y avait pas forcément de lésion. En tout cas, et plus le volume de l'épanchement intra-abdo était important, plus le risque de lésion intra-abdominale était évident. Mais si vous avez un peu d'épanchement d'un côté, donc phase positive, ils sont binaires. Alors les Américains, ils sont peut-être restés dans le binaire, je sais pas. Ils sont binaires aussi. Après, ouais, c'est une vraie discussion. Ouais, je suis d'accord, sauf que le message pédagogique est beaucoup plus compliqué quand tu es sous 5 mg de naradré. Mais ça, c'est une discussion vraiment, c'est assez intéressant. C'est de dire, tu contrôles pas ton malade, ça peut être le bassin, tu lui as mis la ceinture à bassin, puisque ça, l'idée. L'idée, pourquoi on discute de ça, c'est que si vous avez un traumatisme du bassin, que globalement, vous vous trompez parce qu'il y a une suffusion de sang du rétropéritoine dans le péritoine et vous faites une laparotomie exploratrice à mauvais escient, ça augmente le délai vis-à-vis de l'hémostase qui doit être proposé par radiologie interventionnelle et donc vous altérez le pronostic de ces malades. C'est ça la discussion pour que vous puissiez comprendre. Je ne sais pas si tout le monde l'avait. Et donc l'idée c'est de se dire, et ce que dit Sophie, c'est les Montpelliérains qui montrent ça, c'est très bien fait, c'est de dire si vous avez un choc hémorragique, stratifiez le volume de sang que vous avez dans le ventre, il y a 3 cadrans globalement,
Et plus vous avez de cadrans, plus la probabilité pour que ça vienne de l'abdomen, effectivement, est élevée. Parce qu'une fois que vous avez ouvert le ventre sur un malade qui saigne la rage du rachis du bassin, vous êtes bien embêté. Et encore plus en France, avec des chirurgiens qui ne savent pas qui a le pelvis, qui ne savent pas l'opérer. Et donc, c'est très très différent. Les Américains, ils travaillent pas du tout pareil que nous, et les Américains ne font quasi pas d'artérielle-embolisation. Les Américains sont des chirurgiens qui sont des trauma surgeons, c'est-à-dire que les mecs, ils ont fait 1 an, parfois ils ont fait 2 ans de réa, et donc ils pensent qu'ils sont réanimateurs. Et c'est assez marrant parce que avec Tobias, quand on était parti les voir en Afrique du Sud, et ben, on était assez impressionnés le premier jour, on trouve ça trop bien. C'est-à-dire que le chirurgien, il reçoit le patient, il est là, il le déchoque, alors c'est pas lui qui fait les courses, c'est quelqu'un qui fait les courses, puis il n'a pas les hands-on. Et après, il fait bloc opératoire, donc il gère pas les voies aériennes, il gère pas le pilotage, il y a l'anesthésiste. Et puis après, il opère, donc il sauve la vie. Et après, il le monte en réa et c'est leur réa, et c'est eux qui font la visite. Alors nous, on a vite déchanté quand on a fait les visites en réa, c'est-à-dire que c'était du grand n'importe quoi. La réa, c'était. Enfin, il y a un moment où on ne peut pas avoir 12 métiers. On ne serait pas chirurgien, enfin, on ne se permettrait pas de l'être. Donc, notre métier, il est assez compliqué pour l'assumer pleinement et ne pas être frustré parce que le chirurgien est celui qui va fermer le robinet, quoi. En tout cas, moi, je ne regrette pas du tout mon choix dans la vie. Et ce qui est sûr, c'est que quand on a vu comment il réanimait les patients, on s'est dit ah ouais, non, c'est pas possible. Chacun son métier, les gars, parce que. Et on a vu un malade presque mourir parce qu'il ne savait pas le ventiler, quoi. Enfin, c'est vraiment la sensation qu'on a. Je ne veux pas qu'on y serait arrivé, mais il aurait fallu commencer par le curariser, arrêter de le ventiler en APRV, le ventiler en vac. Enfin, il y avait plein de trucs à faire sur un malade qui était devenu inventilable et il est mort pendant la visite. Au bout d'un moment, ils nous ont décroché de la chambre, on a fait d'autres chambres et à la fin de la visite, il était mort, quoi. Bref, ça c'est donc retour d'expérience. Je ne sais pas qui l'a dit, c'est toi. Voilà. C'était pour répondre à ta petite sollicitation. Après, pour garder, voilà, l'idée, c'est. Les études américaines, il faut aussi se méfier quand on les lit, c'est parce qu'ils n'ont pas du tout les mêmes méthodes de travail que les nôtres. Et quand on publie des papiers chez eux, d'ailleurs, ils ne veulent pas qu'on les publie, parce qu'ils disent ce que vous faites, c'est n'importe quoi, c'est pas ça qu'il faut faire. Après, le message, c'est de dire voilà, votre malade est en choc hémorragique, il y a une échographie qui vous montre un épanchement intra-abdominal avec plus de 2 cadrans, supérieur ou égal à 2, ça te va? On va essayer de trouver un consensus. Effectivement, en termes de pédagogie, la probabilité pour que ça vienne de la trappe est assez élevée. Donc, vous devez discuter de la laparotomie exploratrice chez ces malades-là. D'accord? L'idée, effectivement, ça après, c'est des choses qui sont compliquées pédagogiquement. C'est qu'il y a les messages pédagogiques et ce que vous allez voir au lit du malade. Et après, vous allez apprendre à sentir les malades. Parce que il y a des choses voilà, qu'on ressent sur le volume, sur la cinétique, le mécanisme. Il y a des mécanismes traumatiques qui sont plus associés au bassin, donc vous pouvez avoir des doutes. Ouais. Sur l'organe qui va être le plus atteint dans le traumatisme abdominal, ça va être la rate foie. accessible à un traitement par radio interventionnel. Je ne comprends pas pourquoi on dit choc hémorragique et trappe abdominale. Globalement, c'est là où il y a toute une difficulté, mais c'est là où les messages pédagogiques sont un peu plus compliqués, c'est sur l'intensité du choc hémorragique. Ton malade a 6 mg de naradré, tu n'arrêtes pas de le transfuser, tu ne contrôles pas les choses, en sachant que ces malades-là, il y en a de moins en moins. Et effectivement, on a plus maintenant de temps en temps, on a plus tendance, effectivement, même chez les malades qui ont 2 à 3 mg de naradré, qui ont pris un kilo, un PFC, à des fois les envoyer au scan pour proposer effectivement un traitement, ce qu'on appelle les non-operative management, qui serait l'artère-embolisation. Mais parce que ça, eux, ils font pas. Eux, ils pensent qu'on les bute, les malades. Voilà. Et donc, pour revenir sur une petite histoire, que Corentin a demandé, c'est un de mes premiers gros chocs hémorragiques de jeune chef de clinique à Bourgon. Et tu te rappelles ou pas, ça va aller assez vite, mais c'était un monsieur qui avait voulu crever les yeux de son voisin parce qu'il l'emmerdait, donc il avait escaladé le balcon, enfin, c'était des querelles de voisinage, donc il a chuté du 3e étage, et quand on m'appelle, on me dit, ben voilà, je ne me rappelle pas du détail des constantes, mais globalement, il avait tout juste 9 d'hémoglobine à la prise en charge. Et là, je commençais à me dire, ouais, l'hémoglobine, au départ, elle a quand même peut-être une certaine forme d'intérêt. Bref, il arrive, il est dramatique, et j'ai un épanchement intra-abdo, mais qui n'est pas majeur. Franchement, je commençais à faire de la face, enfin, j'en avais fait déjà à 17 quand j'étais interne, mais j'avais pas des flots, et j'avais fait la radio du bassin, parce que la radio du bassin, elle vous sert quand même à faire des diagnostics différentiels et à réfléchir sur ce qui potentiellement saigne dans votre rétropé.
Il avait le bassin explosé. Et donc moi, je savais, c'était mon copain qui était l'Égyptien, qui était en radio, il est toujours là. Ah, et ben lui, il était trop fort, et le chirurgien qui était au bloc, c'était un mec que j'aimais pas trop, qui est pas là non plus, mais qui est toujours en Ile-de-France. Et du coup, c'est des très mauvais choix, hein, parce que là, je suis en train de me raconter un truc où moi, j'ai fait ma popote, quoi. Et donc, je l'ai amené au scanner, et le scanner montre un bassin explosé qui saigne et une rate explosée qui saigne. Ni une ni deux, c'était super, on va à l'artériau, mais le bloc était trouvé. Et donc là, clic-clac Kodak, il nous embolise la rate et le bassin, et le patient, et j'arrête la noradrée, on le descend, je suis hyper fière de mon truc. 3 jours après, je suis convoquée dans le bureau de Jean-Mans pour m'expliquer sur cette prise en charge. Donc je lui explique, il me dit non, mais le patient qui a une phase positive doit aller au bloc. Je dis bah oui, mais là, c'était bien, on a tout fait à l'artériau, quoi. J'ai dû faire un staff pour expliquer, et j'ai l'impression qu'il y a une petite bascule à ce moment-là. Catherine Vaughan était plutôt de mon côté. Elle dit non, c'est bien ce que tu as fait. Mais c'était genre une découverte, quoi. Et tout ça pour dire qu'après on m'a dit, Sophie, tu peux pas réfléchir et avoir des algorithmes qui sont dépendants des gens qui sont là. Et en plus, mon interne, il était totalement autiste, et d'ailleurs il a arrêté médecine. Il a fait une BDH, parce qu'il était totalement perché. Donc moi j'avais le réchauffeur que j'ai poussé au scanner, la totale. Mais vraiment le malade a V4 ou V5 de noradrée qui pissait la rage, quand même. J'aurais pu le faire, hein. Et aujourd'hui, j'en rigole, mais aujourd'hui j'ai ce malade-là au scanner. Je suis pas du tout fière, hein. Mais donc tout ça pour dire que c'est vrai que avoir des algorithmes qui dépendent des gens, c'est pas possible. Par contre, nos algorithmes, ils ont changé. C'est-à-dire que il est écrit nulle part, et d'ailleurs à ce moment-là, quand Jean-Mans m'a convoqué, il est écrit nulle part ce que c'est qu'un patient qui est stabilisé. Je dis, mais mon patient était stabilisé. Parce que dans ma tête, j'étais stabilisé, je savais où j'allais, je l'avais tout prêt. Mais il était stabilisé, avec 4 de noradrée, on n'est pas stabilisé. Sauf que moi, je le sentais. Comme dit Jean-Denis, on sent les trucs, on passe des choses et on voit la réponse qu'il y a, et après, il faut s'arrêter d'un coup. Évidemment, si c'est une aorte qui se rompt, mais l'aorte, il ne va pas le sauver, mon chien digestif. Hein. Et une rate aussi, elle peut se rompre, mais si vous suivez derrière, vous avez un tout petit peu de marge de manœuvre pour réfléchir à ce que vous proposez comme traitement. Et donc après, on a changé nos algorithmes et on a intégré la part de volume de d'épanchement intra-abdos sur le raisonnement qu'on avait pour proposer plutôt le bloc opératoire ou le scanner. Ah, ce malade, il avait quand même une rate. Oui, ça c'est ta rate. Comment? Je rêve de ce malade encore. Non, mais c'est assez intéressant. intéressant. Ils étaient fâchés, ils lui ont fait enlever la rate dans mon dos quand je suis sortie de garde. Après, là c'est un nombre de persécution, c'est qu'il peut y avoir des malades qui tolèrent très très mal l'hémopéritoine et qui ont besoin de lavage d'hémopéritoine et chez qui on enlève la rate après. Oui, mais ça on le fait très souvent. C'est juste pour que tu puisses arrêter tes neuroleptiques, c'est pas compris. Non, mais en fait, effectivement, il y a des messages qui sont... ça devient de plus en plus compliqué, probablement, je trouve, de faire de la pédagogie, parce que avant, c'était simple, stable, instable. Stable, instable, phase éco-positive, on disait la paro. Sauf qu'est apparu le stabilisé et est apparu en France. En plus, il n'y a pas énormément de données, parce que comme l'a dit très bien Sophie, l'éditoire américaine nous met un peu de côté, donc on publie sur des journaux européens. Et donc il y a le stabilisé qui a effectivement reçu un ou deux kilos, mais qu'on sent qu'on tient. On va pouvoir monter au scan, et là, effectivement, d'avoir un bilan lésionnel exhaustif qui vous permet de prioriser les lésions et de proposer des stratégies non opératoires, c'est probablement favorable. Mais c'est vrai que pour le moment, il faudrait qu'on arrive déjà à se mettre d'accord sur ce que ça veut dire le stabiliser, on y arrivera jamais, et sur ce que même veut dire instable, parce que c'est la même chose. Parce qu'en fait, il y a une fois, vous avez décrété que votre malade était stable ou stabilisé, hein, vous pouvez aller au body scan, vous pouvez aller faire un bilan lésionnel, vous pouvez identifier les lésions qui tiennent et vous pouvez proposer des stratégies non opératoires qui seront moins agressives. D'accord ? Vous voyez, en fait, tout va se baser là-dessus. C'est pour ça que la pédagogie, il y a des messages qui sont simples. C'est le malade que vous ne tenez pas, qui a une phase positive, qui fait plus de 2 cadrans. Ce malade-là, il faut le mettre au bloc opératoire. Parce que ça nous est déjà arrivé, et c'est arrivé à un de mes collègues récemment, un de mes jeunes. Il avait une phase écho, 3 cadrans positifs, il ne le tenait pas trop, mais il s'est dit quand même le scan parce que le chirurgien, qui ne perd plus de rate parce qu'on les embolise tous, a dit non, fais un scan. Et en fait, il y avait un arrachement de la veine splénique et de l'artère splénique, et il saignait la rage, donc il est passé au bloc après. Donc au final, on peut aussi avoir des histoires à l'inverse. Et c'est pour ça qu'il faut garder des messages simples, c'est je ne le tiens pas, je ne le contrôle pas,
Et vous, quand vous serez jeune, si vous avez des doutes, vous pouvez appeler un collègue, un plus vieux, à la maison. Et à l'inverse, le malade qu'Estelle disait, effectivement, maintenant, on a tendance à les amener au scan. On a tendance à faire un bilan lésionnel, on a tendance à proposer les bonnes stratégies. On a une cohorte de 200 patients là, une interne qui a fait cette thèse dessus pour qu'on les publie. Parce que, une cohorte aussi grande que ça, il n'y en a pas celui qui était venu chercher les dossiers, les petits bons. Mais ça, les Américains, on n'arrivera jamais à la publier chez eux, on la publiera en Europe, parce qu'ils vont dire qu'on est des grands malades, quoi. Mais voilà, c'est pour vous expliquer pourquoi c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de lire les recommandations américaines, mais elles ne s'appliquent pas forcément à ce qu'on fait en France, et vice-versa. D'accord ? Et je ne pense pas qu'il y ait, quand on regarde dans les papiers généraux, la différence de mortalité entre les deux pays, elle est NS. Hein. Donc, il y a quelques études il y a une étude des Lyonnais, là, de Jean-Stéphane David, qui s'est benchmarkée avec l'équipe de Baltimore, et c'était NS. Bon, bref. Est-ce que vous avez des questions sur l'orientation au déchocage ? Yes. Est-ce qu'il y a des choses pour l'intérêt de la radio de bassin et pas de thorax, pas de bassin, puisque la majorité des cas, c'est grâce à moi. Tu sais, quand je suis arrivée là-bas, il y avait 95% des patients qui avaient des radios. Faut que tu reprennes des neuroleptiques, la modestie. Non, mais les radios, c'est pareil, c'est des recours américains. Dans la TLS, dans le diagnostic, il y a radio du thorax, radio du bassin, et après, et après bloc. Et le scanner en corps entier n'est pas totalement dans l'arsenal pour tout le monde. Aujourd'hui, quand tu vas amener ton patient au scanner, tu n'as pas besoin d'un patient stable, on ne fait plus les radios. Le seul intérêt qu'on pourrait trouver, tu vas voir, pour le bassin, mais que nous on ne fait plus non plus à Beaujon, ça c'est parce que c'est après quand Sophie était passée avant, c'est encore Sophie. Non mais ce qui est vrai, c'est qu'en fait tu as un malade fast éco-positif, totalement instable, tu le mets au bloc opératoire. Et effectivement il a un bassin qui est douteux. Tu pourrais imaginer faire un radio de bassin pour dire, si à mon bassin, je fais une stratégie hémostatique qui s'appelle le packing pelvien. Sauf que, trouve un chirurgien en France qui a déjà fait un packing pelvien de sa vie, franchement voilà. Donc au final, tu vas faire un examen pour proposer une stratégie que tu ne pourras pas proposer. Donc en fait, ça sert à rien. Donc au final, on la fait quasiment plus. Moi, je trouve que chez les instables, parce que je demande la radio du thorax, parce que je veux voir la taille de l'aorte aussi, quand j'ai des doutes, ou quand on a des difficultés à faire l'écho, qu'on a un doute sur un pneumo. Et pour le bassin, je suis d'accord qu'il y a eu un seul cas là, sur l'année précédente où on est allé à l'embolisation directement. Mais on n'avait pas de phase positive. Et ça nous a permis de zapper le scanner en disant ce qu'on veut, c'est aller emboliser le bassin. Donc moi, je ne dis pas que je la fais plus, je la fais dans 2% des cas. Nous, on la fait quasiment plus parce que nos radiologues n'embolisent pas. Donc après, voilà, on revient sur, ça dépend de l'organisation et ça peut totalement s'entendre. Voilà. Ce qui est sûr qu'il n'y a plus d'intérêt, quasi plus d'intérêt. Il y a des centres qui les font encore à plus de 50%, mais moi je pense que ça peut servir dans moins de 5% des cas. Donc après, si on revient, pour avancer, sinon on va finir à 23h30. Mais ouais, on va avancer rapidement. On peut optimiser, c'est juste pour vous montrer ça, la perfusion cérébrale à ce moment-là avec les Doppler transcrâniens. Globalement, si on prend ce papier de Kieran Roba, publié en Critical Care, on peut optimiser la perfusion cérébrale en utilisant ce qu'ils appellent la pression intracrânienne estimée, c'est une formule complexe, mais en fait, c'est celle qui a la plus grande AUC, mais celle qui peut déjà être intéressante, c'est en couplant l'IP aussi et le diamètre du nerf optique. D'accord ? Pourquoi ? Parce que le nerf optique, il se dilate quand vous êtes en hypertension intracrânienne. Le LCR qui est contenu dans la gaine ne peut pas revenir au niveau du cerveau, ça dilate la gaine, et si vous prenez 4 mesures et que vous avez des valeurs supérieures à 6 mm, c'est que globalement, vous avez probablement une hypertension intracrânienne. Donc effectivement, l'intérêt aussi de la IFAST, c'est d'optimiser votre pression de perfusion cérébrale chez des malades chez qui vous aviez initialement une pression artérielle miracle, plus de 110 mm de mercure, et là, vous l'optimisez en fonction des données échographiques. Alors même si l'index de pulsatilité, donc juste le Doppler, la mesure des vitesses et la mesure du rapport de vitesse, est moins performant que la formule, ça reste quand même à 0,85. Le nerf optique, moi, le nerf optique, je me suis amusée à le faire. Franchement, ça me prend trop de temps. Et l'IP, franchement, avec une AUC à 0,86, je trouve ça... c'est top. Ouais, moi, ça me suffit. Après, c'est bien pour la science, hein, mais en vrai, dans la pratique, mesurer précisément le diamètre du nerf optique, à ce moment-là, c'est hyper dur.
Mais en tout cas, le proxy qu'on a sur l'hypertension intracrânienne avec les vitesses et les vélocités, ça suffit. Donc là, vous faites la fast. Hop. Allez, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un... Parce que plus vous traînez, plus s'éloigne l'apéro. Hein. On finit pas tant qu'on a pas fini que le clinique. Hein. Donc j'ai entendu un épanchement. Yes. Enter. Hépato-rénal. Allez, vite. Yes. Alors, un cadran. Ah oui, c'est un plus rond, donc c'est la rate. En haut. Deux. Allez, Deux cadrans. Bam. Donc là, je vais pas faire. Douglas. Hop. 3 cadrans. 3 cadrans et 4 mg de noradré, transfusion de 2 kg de PFC, 3 grammes de fibrinogène. Il a une pression artérielle, vous n'arrivez pas à maintenir au-dessus de 110. Le reste est plutôt, il a 8 d'hémoglobine. Les IP, bon, on voit qu'ils sont un peu altérés et la vitesse diastolique aussi, on prend comme cutoff à 20 cm/s. Donc là, qui l'envoie au scan, qui va au bloc opératoire. Au bloc opératoire, ok, donc vous allez au bloc opératoire, mais dans le temps, il faut le transfuser. Et là, ça va nous prendre encore un peu de temps, ça fait un peu embêtant, mais bon, on va le faire. Globalement, l'idée, c'est comment vous allez transfuser votre malade. Vous avez déjà bien commencé, il a pris 2 kg du PFC. Il y a des objectifs qui sont ciblés par des recommandations. Le problème, c'est que dans la vraie vie, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que le temps que vous fassiez le bilan et que vous récupériez les résultats, il s'est passé 40 minutes. Et chez ces malades-là, globalement, vous avez remplacé la masse sanguine. Donc, effectivement, ça, ce sont des cibles que vous pouvez utiliser pour vous aider quand vous avez les bilans, mais c'est pas là-dessus que vous allez baser votre réanimation. Donc, comment on peut faire? Je saute. On va avancer, comme ça on va gagner. Eh ben, on peut se baser sur des ratios. Avec donc un nombre de kilos, vous allez prescrire en même temps qu'un nombre de PFC et qu'un même nombre d'unités plaquettaires. Alors il y a eu plusieurs études. Est-ce qu'il faut faire le même nombre de PFC que le même nombre de kilos? Techniquement, cette étude, elle ne montre pas de différence entre, pour faire simple, une transfusion de 2 kg et d'un PFC et de 2 PFC et 2 kg. Donc sur des ratios 1-1 ou 1 pour 2. Sauf que peut-être, chez les malades les plus graves, ça pourrait avoir un impact. Donc pour le moment, c'est pour ça que dans les recommandations, vous ne voyez pas de différence. On vous dit il faut transfuser selon un ratio qui est de soit 2 kg pour un PFC ou de 1 kg pour un PFC. Sophie, tu voulais rajouter un truc? Non, enfin, c'est un truc, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est pas un truc qu'il faut improviser le soir en fonction de qui a vendu du sang. Quoi. C'est un truc qui doit être protocolisé dans vos centres, d'avoir choisi si c'est du 1 pour 1 pour 1 ou du 1 pour 1 pour 2. Et quand c'est protocolisé, faire des procédures. Voilà. Et quand vous implémentez une procédure, qu'est-ce qui se passe? Diminuer Vous diminuez la mortalité. Donc, encore une fois, on anticipe et on fait des procédures. Et plus vous activez cette procédure, et plus ça arrive vite, et plus vous transfusez vite les patients, et ça c'est une analyse secondaire de l'étude Cooper, et ça montre que la mortalité elle augmente de 5% avec chaque minute de délai sur l'arrivée du pack transfusionnel. Alors ça aussi c'est des stats, et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que si la chaîne elle ne marche pas bien, et si le trajet de la ressource, votre patient qui en a besoin n'est pas fluide, il n'est pas rapide, ben, vous perdez des chances, le patient perd des chances. Alors, est-ce qu'il y a une place pour les tests viscoélastiques? Globalement, probablement. On ne va pas s'étendre à ça, ça peut faire un topo. Mais quand on étudie l'impact d'utiliser du Rotem, en tout cas un test viscoélastique chez des malades qui sont en choc hémorragique et qui sont transfusés pour un kg, un PFC pour faire simple, il n'y a pas de bénéfice. Mais attention, chez les malades qui sont traumatisés crâniens et qui sont très sensibles aux troubles d'hémostase, d'accord, c'est la coagulopathie, alors là, on ne va pas rentrer dedans, ça peut être la définition extrêmement complexe chez le patient traumatisé crânien, voire même chez le polytraumatisé général, mais en tout cas, c'est de 20 à 50%, quand elle est présente, c'est un ratio de mortalité x 10. Donc, effectivement, peut-être que si on a un dispositif qui permet d'identifier précocement des anomalies d'hémostase qui pourraient être corrigées rapidement, peut-être que ça peut améliorer la majorité de ces malades, mais ça nécessite plus de data parce que pour le moment, on n'a pas... Mais c'est-à-dire que cette étude, le problème c'est que la façon de sélectionner les patients en choc hémorragique, c'était pas la bonne. Non, on est d'accord. Ils n'ont pas la bonne puissance population pour montrer que les tests viscoélastiques ont un intérêt. C'est assez dommage parce que tout le monde attendait vraiment des tactiques, des vraies réponses. La réponse, c'est qu'ils n'ont pas choisi les bons patients.
Donc, in fine, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, c'est-à-dire que pour le moment, pour le recommander, il n'y a pas suffisamment de données, mais en pratique, chez les malades qui sont en choc hémorragique, effectivement, sinon c'est ce que j'appelle la réanimation à l'hémoQ. En fait, tu as ton hémoQ, ton hémoglobine, tu déclenches la transfusion et tu déclenches ton nombre de kilos et de PFC avec. D'accord? Donc c'est un peu, entre guillemets, divulguérant, mais là, ça vous apporte des informations complémentaires. En fait, en fonction, savoir si votre malade a une fibrinolyse, le taux de fibrinogen, les plaquettes, savoir pour anticiper un peu et affiner vos seuils de ratio de transfusion. D'accord? Donc effectivement, il y a une place pour ces techniques-là. Je pense qu'il faut apprendre à les utiliser. La seule chose qu'apporte cette étude, c'est que ça ne nous permet pas de la recommander de manière formelle. Mais utilisez-la, ça peut vous aider, et utilisez-la d'autant plus que vos malades sont sensibles à la coagulopathie. Il n'y a pas un malade plus sensible à la coagulopathie qu'un patient qui est cérébrolésé. D'accord? Parce qu'un millilitre de sang dans un péritoine, c'est pas la même chose qu'un millilitre de sang dans un cerveau. Ok? Globalement. Après, ça, c'est tous les jouets. Hein. C'est-à-dire que le patient, si vous allez vouloir remplir vite, il vaut mieux le remplir sur un gros cathlon Ouais, que sur un caté central. orange ou un gros cathlon gris. Vous avez les VVP à gauche et vous avez les débits en minutes par minute, que le remplir sur un KTC. Le KTC n'a aucun intérêt pour remplir les patients, sauf si vous mettez les gros désilés, et là, vous pouvez passer quasiment 500 minutes par minute. C'est les désilés à gauche, là, le gros bout de frein. Voilà. Le café central, c'est la poiseille, et plus c'est long, et moins ça va aller vite. Et donc, moins le débit est grand. Donc, il faut connaître ces jouets pour pouvoir bien les choisir. Petit écueil, trauma crânien isolé, malade qui est stable, qui a été intubé ventilé, qui a une PS inférieure à 110, vous voulez monter la PS. Ne vous obsédez pas à monter un cathéter central, d'accord? Mais vous pouvez mettre de la bébinoradrée ou de la noradrée sur votre venous périphérique. Un cathéter central, si vous êtes brillant, globalement, c'est quand même 15 à 20 minutes. Là, il y a des temps qui sont sortis, il y a une étude qui a été dans le BJA, qui a regardé sur les cathéters fémoraux, fait par l'équipe de Lyon. Combien de temps ils mettaient, c'était globalement, effectivement, de cet ordre-là. Donc, même si vous êtes extrêmement brillant, vous allez perdre 15 à 20 minutes de votre malade. Or, la question qui vous obsède, c'est est-ce que mon malade a effectivement un hématome sous-dural, un extradural à opérer. Donc, si vous êtes protocolisé, vous mettez des pieuvres, d'accord, vous pouvez mettre de la bébinoradrée ou de la noradrée, ça vous suffit à monter la pression artérielle, effectivement, hors choc hémorragique. Comment? Et c'est après le scan communicatif. Et le scan, exactement. Et ça évite effectivement de reposer un cathé à J3, J2, J3, mais ça dépend du centre, donc c'est peut-être comme vous voulez. Ouais, c'est ça. Et donc, voyez, vous pouvez gagner du temps. Donc, effectivement, et c'est là où on voit un peu tout l'intérêt du patient à la prise en charge de ces malades, c'est qu'il faut être efficace, effectivement rapide, mais en gardant un certain bon sens. Okay, et les cathéters, ça ne doit pas être systématique. Et on voit même dans le cadre du choc hémorragique, effectivement, on va les mettre pour mettre des catécholamines, mais en termes de débit, c'est pas la panacée. Il vaut mieux mettre un désilé avec. Donc, on l'a dit, pour transfuser, comment? On va passer. Hein. Donc, globalement, les ratios, on n'oublie pas notre ami réchauffeur, les cathlons, donc là, on les voit positionnés, le désilet. Il ne faut pas oublier le fibrinogène, si c'est à moins de 1,5 g, et bien sûr... Ça fait partie des rares choses qui ont changé entre la ROCO de 2016 et la ROCO 2019, c'est qu'avant, l'objectif, c'était pour un fibrinogène, pour les objectifs de fibrinogène entre 1,5 et 2, et maintenant, la place du fibrinogène n'a plus qu'inférieure à 1,5. Avant, quand on était à 1,8, on pouvait passer du fibrine. Aujourd'hui, ça n'est plus dans les ressources. Exactement. N'oubliez pas le monitorage du calcium ionisé. Une hypocalcémie, ça peut favoriser les troubles de coagulation. Et bien sûr, réchauffer votre malade. Il y a des choses simples. Hop, ça. Et ça, c'est une étude qui montre que respecter les repos, ça permet de diminuer la mortalité. Parce que les repos, on peut dire ouais, c'est bien, mais une repos ne doit pas empêcher de réfléchir déjà. Mais une reco, c'est beaucoup d'analyses et beaucoup d'études qui doivent nécessiter qu'on se donne les moyens de les appliquer. Pour faire simple, quand vous allez passer au bloc opératoire, vous allez éviter votre chirurgien de faire s'il a traumatisme hépatique, une hépatectomie, d'accord? Vous n'allez pas rajouter de la charge traumatique et de la coagulopathie et du saignement à un malade qui saigne déjà. Donc, en fait, vous allez proposer la damage control surgery. C'est quoi? C'est identifier la source du saignement, contrôler la source du saignement, sans restaurer la fonctionnalité de l'organe pour le moment. On peut associer, si le malade saigne encore, avec effectivement
une artériembolisation, et ce malade sera repris à 48 heures après. Donc les images, là, c'est du packing, globalement, ça se fait beaucoup pour le foie. Et pour ce qui est du tube digestif, vous voyez, c'est que vous ne faites pas les anastomoses, vous faites soit l'intestin borgne, entre guillemets, dans le tube digestif, soit des stomies si le malade est chirurgien. Pour répondre à la question que tu as posée sur c'est quoi les organes les plus fréquemment touchés dans le ventre, je pense que quand on regarde l'anatomie, c'est assez clair. Il y a un bouclier qui est à droite, et après il y en a un autre petit à gauche. C'est dur, ça va prendre des impacts, alors que tout le reste est mou. Et tout ce qui est mou, ça va se cacher au fond, et ça va se déchirer de temps en temps quand les éléments contournants vont assez profonds. Mais les premiers qui saignent, c'est quand même la rate et le foie, c'est 80%. Alors comment on fait? Les chirurgies écourtées, on l'a dit, on contrôle l'hémorragie, on explore, on contrôle la contamination, on pack si besoin, et on ferme rapidement. Le malade repart en réa, à ce moment-là, on fait de l'homéostasie, en fonction des résultats de nos bilans bio, et ensuite on le reprend, on dépack et on fait une réparation définitive. D'accord? Ça, c'est les damage control. Attention, chez ces malades-là, on ne va pas rentrer, mais ils sont à risque du syndrome du compartiment abdominal. Donc il faut monitorer la pression intravésicale, parce que ça peut être source d'une majoration de la déférence circulatoire. Pour avancer sur l'histoire, le malade, effectivement, il a eu un packing hépatique, il a eu la splénectomie d'hémostase, c'est une vraie histoire, et tube digestif RAS. Il s'est stabilisé après ça. Qu'est-ce que vous faites après? Qui va au scan? Qui va en réa? Qui va au scan? D'accord? Stabilisé, ça ne sous-entend pas qu'il ne peut pas y avoir un saignement qui persiste. Et effectivement, vous allez à un scan. Stabilisé, la 3 microgrammes de noradrénaline. Ouais, ben voilà, on en est sur les définitions. Là, c'est un super temps artériel, parce que c'est rare d'en avoir des aussi beaux. C'est-à-dire que la veine cave n'est pas du tout opacifiée et l'aorte est super opacifiée. Et vous regardez, il y a au niveau du foie la même densité qu'au niveau de l'aorte, et ça, c'est un saignement actif. Ce que vous voyez là, hyper intéressant, vous savez ce que c'est? Je paye une pinte à celui qui trouve. Ah, c'est pas loin, je crois que c'est Malvoisie. C'est les champs opératoires. D'accord? C'est les champs du packing. Ok? Il faut toujours les compter. Hein. Exactement. Les néants, qui sont les plus réveillés au bloc opératoire, pour bien compter le nombre de champs qui sont dans le ventre, le noter. Parce que quand vous avez 19 champs, c'est pas pareil que quand vous en avez 10. Et moi, j'ai le souvenir d'un malade à Beaujon qui a fait l'ischémie hépatique et il était mort. Parce qu'il avait eu trop de champs. Et ça m'est totalement écrasé le foie, il avait fait l'ischémie complète du foie. Et 19 champs, c'est trop. Et vous voyez, là, dans la loge de splénectomie, il y a un petit redon. Donc, il y a le redon du chirurgien. Ça, c'est un temps un peu plus tardif, c'est ce qu'on appelle un temps portal. Le produit de contraste s'est homogénéisé entre la veine et la porte. On voit que le saignement s'est majoré. Et donc là, globalement, vous avez donc une indication à compléter par une artériembolisation. Et ce qu'on appelle le tube digestif un peu léopard, zébré du malade en état de choc, c'est un signe assez intéressant à voir. Donc, le bassin était aussi cassé, malgré le bassin stable, et le scanner cérébral retrouvait peu de lésions, hormis des lésions axonales un peu diffuses et un peu d'hémorragie intraventriculaire. D'accord? Ce malade-là, on l'a dit, il saigne activement sur le scanner, on va aller l'emboliser. Vous allez l'emboliser. Donc ça, c'est l'artère hépatique, donc en bas à la droite, non, inverse, en bas à la gauche, en haut à la droite, et en fait, vous voyez du saignement qui sort des vaisseaux à ce niveau-là. Donc il y a toujours ce saignement qui est actif. Et donc, on va finir par lui mettre des coils qui vont aller boucher les vaisseaux et qui vont arrêter le saignement. Ce que vous voyez, c'est toujours un piège, c'est pas que ça saigne, c'est juste que c'est des images d'addition. Le produit de contraste est sorti, vous n'arrivez pas à l'enlever, en tout cas sur le logiciel. Et donc, vous avez la sensation que ça saigne encore. Maintenant, c'est juste le produit de contraste qui est sorti lors de l'exploration initiale. Ce malade-là, qui lui met une pique après? Tout le monde, ok, et on va finir là-dessus. La pique, l'indication est très large, globalement. Prédire l'HTIC, c'est quasiment jeter une pièce. Donc, vous avez beau faire tous les plus beaux modèles que vous voulez, vous ne dépassez pas 0,7 d'AUC. Donc, effectivement, il faut la craindre, il faut la redouter. C'est un marqueur, c'est un facteur de risque. Ouais, à l'imagerie, voire même la prédire avec les examens cliniques. Si vous faites imagerie plus hypotension plus hypoxie, c'est pas, vous n'êtes pas très très bon. Ouais, ça, le Doppler traduit, entre guillemets, effectivement, je suis d'accord, si on se rapproche du Doppler, effectivement. Mais ça se entend que dans ces cas-là, si vous ne le monitorez pas, vous voulez faire des Dopplers régulièrement parce que les choses sont très évolutives. Et donc, il est très difficile de prédire à l'arrivée quel malade va développer une HTIC. Donc, effectivement, est-ce que vous connaissez le taux de complication d'une pique?
Qui dit plus de 20%? Qui dit 10 à 20%? Qui dit moins de 10%? C'est moi qui ai question. Qui dit moins de 2%? Voilà, c'est très très rare. Donc, faites comme le poinçonneur des lilas, vous faites des petits trous dans la tête des malades. Ok. Des perspectives, eh ben, globalement, c'est ce qu'on disait avec Sophie, vous voyez, peut-être qu'un jour... c'est plutôt au Japon, je suis désolé, Sophie. C'est que là, vous voyez, on s'emmerde parce qu'on essaie de savoir si on va mettre le malade au bloc, si on va le monter au scan, si on va le mettre en artério, stable, pas stable. Bon, on se tord le cou pour savoir comment bien prendre en charge un malade. Pourquoi pas tout faire dans une même salle? Une salle qui pourrait faire et scanner, et artério, et bloc opératoire, qui serait une salle hybride où on mélangerait tout. Ça serait génial. Effectivement, c'est peut-être un peu l'avenir, j'en sais rien. En tout cas, dans ce travail, c'est là, l'utilisation d'une salle hybride par rapport à une cohorte historique dans le même centre était associée à une diminution de la mortalité. Ça reste une idée pour effectivement limiter l'espace-temps et l'espace basique pour prendre en charge ce malade au même endroit et éviter de le transporter. Ensuite, comme Sophie l'a dit, peut-être qu'il y aura une place pour des PFC plus précoces. En tout cas, il y a des études qui ont l'air de montrer. Alors, je confonds peut-être, il y en a deux. C'est celle-ci. Non, j'ai pas mis la bonne. Il y en a une qui, j'ai bugué. Il y en a une étude qui montre que l'utilisation de PFC pour hospitalier est associée à une diminution de mortalité si le temps de transport est supérieur à 20 minutes. Donc, effectivement, peut-être que d'utiliser des PFC en préhospitalier pourrait diminuer la mortalité de ces malades. Alors attention, le piège, c'est que l'effet n'est pas que sur l'hémostase. Si vous regardez les taux d'hémostase de ces malades, globalement, ils sont kiff-kiff bourrico. Probablement qu'il y a une modulation inflammatoire du glycocalyx, de l'endothélium, de la coagulopathie, qui fait que l'utilisation des PFC, très tôt, pourrait diminuer la mortalité de ces malades. C'est pas que du facteur, d'accord? Et donc c'est pour ça que maintenant, et c'est pour ça que Sophie disait, si vous faites décongeler des PFC, si vous faites venir des culots et que votre malade a 10 d'hémoglobine, que vous voulez pas le transfuser parce qu'il n'a pas atteint le seuil, d'accord? Mais vous avez des PFC décongelés et que ce malade, vous sentez qu'il saigne et qu'il y a quelque chose qui se passe, vous pouvez lui mettre des PFC. L'effet ne sera pas que sur l'hémostase. Ça peut optimiser l'hémostase, d'accord? Mais il y a probablement d'autres effets et c'est des effets probablement vasculaire, entre autres. En tout cas, c'est prouvé sur des modèles animaux, sur le glycocalyx, quand vous réanimez avec du plasma, vous n'avez pas du tout la même immunofluorescence sur les vaisseaux et sur l'endothélium qu'avec du Ringer-Lactate. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut passer du PFC à tout le monde, attention, c'est des patients qui sont en choc hémorragique et coagulopathes, et du coup, vous avez le droit de passer les PFC quand vous les avez, quand vous voulez remplir votre malade. Vous savez très bien que vous allez passer le rouge plus tard, mais d'arriver à découpler dans nos têtes le rouge et le blanc, aujourd'hui, il faut arriver à le faire. On n'est pas obligé de passer 3 jours pour arriver à passer 3 PFC. Et pour finir, il ne faut pas oublier que c'est des situations qui sont stressantes. Vous voyez, on réfléchit tous assis tranquillement. Et en fait, quand vous prenez en charge ces malades, vous avez plein d'informations qui arrivent. Les données préhospitalières, leur évolutivité, les données cliniques à l'arrivée, vous les prenez en compte, votre examen clinique, l'IFAST, l'évolutivité de la situation au déchocage, d'accord? Et tout ça s'entrechoque avec vos connaissances médicales et votre expérience. Et de ça, vous mélangez tout ça dans votre cerveau et tac, c'est votre capacité d'analyse, d'accord? Et cette capacité d'analyse, dans ces situations, elle est un petit peu altérée, d'accord? Ce que vous pensez être, quand vous êtes jeune, c'est ça. C'est Top Gun avec de la mémoire, vous êtes rapide, vous êtes créatif, vous êtes attention, focus, vous pouvez tout prendre en charge, il n'y a pas un malade qui vous fait peur. En fait, parce que, en fait, ce que vous êtes, c'est plutôt ça. Ce vieux pilote de la Seconde Guerre mondiale, qui est un vieux coucou, qui est blessé, et vous êtes fatigué, et 3 heures du mat, vous doutez, vous êtes anxieux, vous avez faim, vous avez de l'émotion, de la frustration. Globalement, vous en avez ras le cul de ce topo, vous voulez juste aller boire une bière, et vous avez envie qu'il finisse avec ses diapos. Donc j'avance. Et ben, en fait, on va avancer, c'est pas très égal. Effectivement, si vous vous entraînez, et vous entraînez dans vos locaux, c'est ça qui est extrêmement important, avec vos équipes, vous allez réussir à diminuer les délais de prise en charge. Et on en revient toujours au même fantasme du réanimateur, le délai, réduire le temps, mais c'est surtout aussi, et c'est montré dans cette étude, une amélioration de la confiance en soi lors de la prise en charge et une amélioration du travail d'équipe. Et globalement, c'est extrêmement important parce que si vous apprenez à travailler et que vous travaillez bien avec vos collègues, déjà vous serez content de venir au travail, vous serez content de progresser, vous serez content de prendre en charge les malades. Et si vous êtes content, les malades seront contents parce qu'ils seront bien pris en charge. Et si vous entraînez toujours de la même façon, avec la même célérité, avec des malades qui ne sont pas graves, le jour où il y a le malade grave, vous savez faire.
C'est pour ça que je stresse tout le temps sur les malades qui sont pas graves. Il faut partir du t-shirt dans les 15 minutes. Exactement. Donc bref, si on fait un petit take-home message, il y en avait beaucoup, j'espère qu'on n'a pas été trop saoulant. Il faut identifier et contrôler rapidement la source hémorragique. La prise en charge est multidisciplinaire, il ne faut pas l'oublier, il faut anticiper. S'il y a un mot-clé, c'est anticiper. Et anticiper en fonction de vos ressources, de la disponibilité de vos ressources sur site. Tolérer un peu d'hypotension permissive initialement hors TC. Si besoin, introduire précocement des catécholamines. Le ratio de transfusion, on va sur 1 pour 1. Et je pourrais penser à découpler culoglobulaire et PFC. D'accord ? Ça, c'est un message qui est assez important. Et bien sûr, les protocoles, transfusion massive et prise en charge, parce que ça peut vous aider. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit, mais dans la prise en charge, quand le malade, que vous avez trop de stimulation, nous, on fait des time-out, on s'arrête, on a une checklist, et cette checklist, ça vous permet de vous entraîner à être sûr que vous n'avez rien oublié. C'est sûr, vous avez fait l'augmentin, vous avez refait une dose, vous avez bien fait le fibrinogène. Vous verrez jamais un pilote d'avion alors que l'avion est en train de s'écraser, en train de dire ah, putain, c'était quoi déjà sur ma 3e ligne de ma phrase de topo là, qu'est-ce qu'il fallait faire, le réchauffement, le calcium, non. Donc nous on est pareil, on n'est pas plus intelligent et pas plus bête que des pilotes, mais il faut s'aider avec des algorithmes parce que quand il est 4h du matin que vous en êtes à votre 5e poly, globalement on n'a plus les yeux en face des trous et aussi brillant soit-il, le docteur a besoin d'aide et des aides cognitives. Alors je les ai pas mis, il y a les aides cognitives de la SFAR qui peuvent vous aider pour ça. Et on finira avec notre ami, parce qu'on fait tous partie d'une secte qui est fan de et on reste à votre disposition pour les questions, là où vous tournez bien. On propose qu'on fasse des questions autour des bières, non? On est d'accord avec ça? Enfin, s'il y en a qui sont très pressés de poser leurs questions parce qu'ils vont rentrer à la maison. Non, ok.